Et voilà, c'est parti pour le show. Donc, merci à vous, vous êtes au moins 3 et il y a une personne là m'a encore envoyé un message, elle est partie se coucher, donc voilà. Donc je lui ai dit que ça serait en replay, hein, mais c'est pour les personnes qui... Ça sera un replay privé en fait. Donc même si vous voulez la revoir, il n'y a pas de souci, vous pourrez revoir la conf. Parce que je pense que ça va être très riche. Et sachant qu'évidemment, voilà, vous allez voir le cheminement, mais il y a beaucoup d'infos. Donc, pour qui je vois là, vous 3, vous 2, je vous connais. Donc, en effet, toi, tu peux me redonner ton prénom ? Sandrine. Sandrine, est-ce que tu es déjà à ton compte ou tu es moite-moite ou... Ouais. Je suis à mon compte, là je veux fermer et réouvrir. Ok. Ça ne me convient pas. Donc, parce que tu as changé de statut ? Non, je ne veux pas changer de statut. Je veux boucler une porte qui ne me convient pas. Ok. Ouais. Je peux ouvrir les bonnes conditions. Et tiens, tu peux couper ton micro ? Ouais, attends, je ne sais pas comment je fais. Je sais pas comment. Ah, c'est bon. Non, comment je fais. Super, merci. Et tu es auto-entrepreneur ? Ok. Donc, ouais, c'est une conférence qui s'adresse plus en effet aux gens qui veulent être auto-entrepreneurs, parce que si après on veut démarrer en société, c'est plus les mêmes considérations, c'est juste ça. Parce que du coup en société, évidemment, c'est quand même plus lourd sur un plan administratif, il y a des prévisions, enfin même vous, je vous inviterai à faire des prévisionnels, mais voilà, pour voir où est-ce que vous allez. Donc, moi, c'est une conférence, vous êtes 3, je la referai parce que c'est vraiment une conférence qui me tient à cœur, parce qu'aujourd'hui, j'accompagne déjà des personnes qui sont soit à leur compte, soit qui hésitent, en fait. Voilà, c'est pour une reconversion professionnelle. La plupart des gens que j'accompagne, c'est une reconversion professionnelle, c'est-à-dire qu'elles ont travaillé dans un domaine et puis elles ont envie, voilà, elles se sont formées, ou elles sont en formation et puis elles ont envie du coup d'être à leur compte et puis c'est tout simplement après chaque personne a ses motivations et ses ambitions. Et moi, pour vous expliquer mon parcours, j'ai été voilà, je me suis formé plus dans des domaines techniques et quand j'étais plus jeune, je voulais être ostéopathe. Et puis la vie a fait qu'en ratant les concours kiné à 2 reprises, je suis parti à l'armée, puis en retour d'armée, je me suis dit non, je vais arrêter les concours kiné, c'est pas la peine. Est-ce que tu pourrais te mettre plus en face de moi, si tu veux bien ? Et donc du coup, je me suis fait une formation dans un domaine technique, c'était l'électronique, ce qui n'avait rien à voir avec l'ostéopathie ou la kinésithérapie, mais je me suis dit, voilà, moi je veux me former, pouvoir accéder à un job plus rapidement, et puis voilà, je voulais travailler, quitte à laisser tomber de côté ces métiers dans la thérapie. Donc j'ai été salarié, j'ai été fonctionnaire pendant 5 ans à l'hôpital dans les services techniques et puis à un moment je ne voyais pas d'évolution à l'hôpital, donc je me suis dit je vais me mettre à mon compte dans le bâtiment. Donc j'ai été à mon compte dans le bâtiment en tant qu'entrepreneur pendant quasiment 10 ans. Et sauf que ces 10 années m'ont beaucoup instruit dans le sens où j'ai appris ce qu'il ne fallait pas faire. Parce qu'en fait, j'avais des motivations pour me mettre à mon compte dans le bâtiment où je m'étais dit, suite à une séparation, je m'étais dit, voilà, ça va me permettre d'avoir plus de liberté pour recevoir mes enfants, voilà, parce qu'il y a eu une séparation. Et puis, je m'étais dit, je vais pouvoir en fait vraiment exploiter mes savoirs manuels et intellectuels à bon escient, chose que je ne faisais pas à l'hôpital parce que c'était vraiment limité dans les activités. Et donc, j'étais motivé pour me mettre à mon compte et en même temps, j'avais de l'argent de côté parce que j'avais vendu une maison et tout ça. Donc, j'étais dans le profil où changement personnel, changement professionnel, voilà. C'est pas que je me plaisais pas dans la fonction publique, c'est que je ne voyais pas d'évolution et moi je voulais bouger, je voulais évoluer. Et ça faisait un petit moment que ça me tannait. Et l'avantage dans la fonction publique, c'est qu'on peut être en disponibilité. Donc là, c'est la grosse roue de secours, c'est-à-dire que pendant plusieurs années, si on veut, on peut revenir dans la fonction publique. On n'aura pas forcément le même poste, mais en tout cas, on retrouve un emploi dans la fonction publique. Donc c'est une sacrée roue de secours. Et j'avais de l'argent de côté, parce que du coup, quand on est en disponibilité, on ne peut pas prétendre aux prestations Pôle emploi. Mais je m'étais dit, voilà, j'ai de l'argent de côté qui me permet de subvenir à mes besoins pendant 1 an ou 2, après l'activité aura démarré, et puis c'est bon, je vais pouvoir continuer, pérenniser. Donc voilà, c'était cadré, c'était bien vu, c'était bien mis en place.
Bon, 10 ans plus tard, j'avais plus une thune et j'étais endetté. Voilà. Alors, qu'est-ce qui s'est passé entre les deux? Eh bien, ce qui s'est passé, c'est que ma boîte, je la gérais super mal. Première chose, j'étais mal conseillé aussi par le comptable. J'ai démarré la boîte en 2006-2007, donc c'est là où on s'est pris la crise aux États-Unis aussi. Hein, il y a eu ça qui est venu. Et en fait, moi, ce que j'ai observé, en tout cas, c'est que pendant 10 ans, je me suis dit, j'ai tenu pendant 10 ans, parce que pendant 10 ans, j'ai vu un nombre de boîtes se casser la figure astronomique. Que ce soit des toutes petites ou des grosses. Et pourquoi est-ce qu'elles se sont cassées la figure? J'ai observé, j'ai analysé ça. Je parle de boîtes dans le bâtiment. Hein. J'ai observé ça dans mon secteur d'activité, en fait. Bon, à la limite, c'était pas plus mal, parce que c'était des concurrents qui tombaient. Mais, voilà, c'est comme ça. Et donc, j'en avais ras-le-bol au bout de 9-10 ans. Je n'avais plus la liberté que je pensais avoir, parce que du coup, même pendant les week-ends, je bossais quand même. C'était là où je faisais les devis ou les factures, il y avait de la paperasse. Pendant les vacances, je pouvais être dérangé. Et je ne m'y retrouvais pas parce que quelque part, mon tissu, mes liens sociaux, il n'y avait plus. C'est-à-dire que j'avais plus d'amis, je ne voyais plus personne, bref. Et financièrement, c'était la bérésina totale. Et puis j'ai embauché quelqu'un qui m'a fait découvrir une technique de soin qui est c'est une technique de digiponcture. Donc j'ai commencé par ça, je me suis formé là-dessus. J'ai échoué au bout d'1 an et demi, donc je me suis formé pendant 1 an et demi. Et alors, je vous donne un détail qui n'en est pas un, c'est pendant, je dirais, quasiment 1 an, j'ai fait 350 séances à 100 personnes différentes. C'est-à-dire que j'ai beaucoup pratiqué. J'ai beaucoup pratiqué parce que je faisais mes séances soit le week-end, soit le soir après ma journée de boulot. Et là, c'était que des séances gratos. C'était dans le but de passer un premier niveau. Après ce niveau, j'avais le droit d'être rémunéré par rapport aux séances. Mais c'était cadré dans ce sens-là, c'est-à-dire que tant que tu n'as pas passé ton niveau, tu ne peux pas prétendre être rémunéré. Ok, ça marche. Donc j'ai joué le jeu. Pendant, mon apprentissage a duré 1 an et demi, mais c'est vraiment pendant 1 an que j'ai fait beaucoup de séances. Voilà. Je passe ce diplôme en acupressure, enfin je passe l'épreuve, et en fait j'étais devant une salle où il y avait 80 personnes, plus le jury qui était derrière moi, et la séance, c'était une maman qui était venue avec sa petite fille, et je devais lui faire une séance d'acupressure pendant 1 heure, pour valider mon niveau, et en fait, je me suis rétamé, mais alors, une bouse. C'est-à-dire que j'ai page blanche. C'est-à-dire que les circuits d'acupressure, c'est des circuits, je les connaissais par cœur, je les ai faits donc des centaines de fois, page blanche. Avec le premier circuit à faire, je ne savais plus. Obligé de reprendre mon support. Bref. Suite à ça, en fait, je me suis formé à d'autres choses, mais j'ai quitté l'institut qui m'avait formé parce que, pour des raisons vraiment personnelles de moi vis-à-vis de la directrice de l'institut, sachant que, en fait, on était 4 du 44 à faire partie de l'institut, à se former, tout le monde est parti. Et il n'y a pas que nous, on est plusieurs à être partis. Parce que voilà, il y avait une certaine ambiance, une certaine mentalité qui ne nous convenait plus, à nous un peu les anciens de la formation. Et puis, chemin faisant, je me suis formé à ce qu'on appelle le décodage biologique des maladies, aux constellations familiales. Et là, par contre, quand j'ai vraiment commencé à exercer en 2018, en fait, en parallèle, je faisais éventuellement du job en intérim ou du CDD et je continuais à faire des séances. Voilà, je m'étais mis à mon compte en tant qu'auto-entrepreneur. Et puis, il y a un moment, je me suis pris, comme beaucoup de personnes, en 2020, les confinements. Et là, pour vous dire mon parcours, début 2020, je m'étais trouvé un cabinet en fait à Saint-Herblain, au milieu de la zone d'activité. Je m'étais dit super, je vais pouvoir faire des ateliers gestion du stress avec les personnes. Je vais pouvoir, parce que j'ai un vivier en fait de clients qui est là, c'est-à-dire que je vais pouvoir faire des séances avec des gens qui sont stressés, qui ont du mal à gérer peut-être leur clientèle, leurs salariés, etc. Donc j'étais vraiment dans mon élément. Et là, j'avais déjà démarré mon activité. Mon loyer allait me coûter 500 €. J'étais bien placé, j'avais un beau cabinet que j'avais bien aménagé, qui devait faire une vingtaine de mètres carrés, donc j'étais content. 15 jours après avoir signé le bail, confinement. Yes. Et là, ils avaient dit, je crois au départ, ça va durer 3 semaines. Bon, je crois qu'il a duré 1 mois et demi. Donc en fait, au bout d'1 mois, j'ai dit à ma propriétaire, enfin avant les 1 mois, je lui ai dit, je vais arrêter parce que moi, là, ils nous font le confinement maintenant. Il y en aura forcément un autre. Après, on va arriver à l'été. L'été, c'est pas là où l'activité est la plus importante, surtout que moi, je comptais sur le vivier autour de moi. Bref, j'ai arrêté ça. Et par contre, pendant le confinement, c'est là où, en fait, dans la difficulté, il faut pouvoir être résilient, il faut pouvoir être inventif et tout ça. J'ai commencé les séances en visio.
Je me suis dit, je ne vais pas rester là à attendre qu'ils arrêtent leur connerie avec les confinements, je vais proposer des séances en visio. Et parallèlement à ça, étant donné que tout le monde était chez soi, j'avais déjà, en fait, comme j'avais déjà fait pas mal de conférences ici, là où je suis à la Mazénie, j'en avais fait et des ateliers, pas de formation, mais conférences, ateliers, j'avais déjà toute une liste de personnes à qui envoyer des emails pour les informer de ce que je pouvais proposer. Donc je suis parti de zéro, mais déjà depuis plusieurs mois, j'avais fait des conférences, des ateliers, plus des personnes avec qui j'avais fait mes séances gratuites, j'avais déjà toute une liste d'emails. Donc j'envoyais une newsletter et je leur ai dit, écoutez, c'est le confinement, moi ce que je vous propose, c'est que pendant 7 jours, je vous invite, on va faire ensemble des petites activités, gestion des émotions, voilà, des petites choses comme ça. J'ai 90 personnes qui ont répondu oui. Énorme. C'était gratuit. Moi, j'avais du temps à rien faire. Je m'étais dit, tiens, ça va intéresser les gens de faire. Alors, donc, il y avait de l'acupressure, il y avait de la méditation. J'aurais fait faire différents exercices pendant une semaine. Et puis, il y en a qui en ont redemandé, mais je ne l'ai pas refait, ce truc-là. Et là, du coup, ça m'a permis de me faire connaître dans ce sens où je leur disais, écoutez, voilà, je suis formé, machin, je me présentais et je fais des séances en visio. Et c'est là où j'ai commencé, en fait, je suis parti de zéro parce que je faisais plus de séances en présentiel et j'ai commencé mes séances en visio. Sorti des confinements, j'ai pu alterner visio et présentiel. Et au jour d'aujourd'hui, là, à cette date aujourd'hui, je ne fais en individuel que de la séance en visio. Et par contre, je continue mes ateliers constellation en groupe. Donc j'en fais à Esnay et j'en prévois aussi à Nantes. Voilà mon parcours. Et aujourd'hui, moi je suis super content parce que malgré tout ça, je vous le dis, j'ai 2 à 3 semaines de rendez-vous d'avance. Voilà, j'ai trouvé mon rythme. Et donc j'ai mon chiffre d'affaires qui se fait. Parce que là, ce soir, on va beaucoup parler argent. Parce qu'en fait, vous allez voir que votre priorité, c'est pas de... de toute façon, toutes les 3, vous êtes dans, entre guillemets, les soins à la personne, ou en tout cas, les accompagnements pour les gens. Oui, évidemment, c'est de faire ce qu'on aime, je suis d'accord. Mais c'est d'une de pouvoir se vendre, de pouvoir trouver son tarif qui va être juste, et surtout, le but, c'est que vous puissiez avoir un salaire à la fin du mois qui vous permette de payer tout ce dont vous avez besoin, et plus. Hein. Donc, ça va être le sujet de ce soir, comment est-ce qu'on peut pouvoir être à l'aise quand on est à son compte, assurer sa réussite, et pour ne pas échouer dans cette entreprise-là, parce que j'observe et j'ai observé des personnes qui n'y arrivent pas, alors que moi je ne suis pas, comme je dis aux gens, je suis pas référencé psychologue, psychothérapeute, je ne suis pas naturopathe, je ne suis pas sophrologue, je ne suis pas kinésiologue, je ne suis pas, bref, j'ai pas de nom thérapeutique, je suis juste thérapeute holistique à la limite, accompagnateur, bref, mais par contre j'ai un outil, c'est les constellations familiales systémiques. Donc, hop. Ah putain, je me suis planté de crayon. Attendez, je vais... je suis trop fort. I am the best. Voilà, j'avais déjà écrit avec un marqueur indélébile dessus, c'est pour ça que j'ai tout prévu. Et dans ma... Là, juste sur le paperboard, j'ai les marqueurs qui s'effacent. Ça fait un entracte. Alors donc, je vais vous parler d'exemples de personnes qui se sont mises à leur compte et qui ont été obligées d'arrêter. Et je vais vous dire pourquoi elles se sont arrêtées. En fait, je vais partir du côté obscur de l'entrepreneuriat à son compte pour vous dire, ouais, quelque part, ils ont commis des erreurs et c'est surtout pas ça qu'il faut commettre. Et moi, quelque part, je me suis arrêté de bosser dans le bâtiment parce que d'une, financièrement, ça ne le faisait plus. 2, je ne m'y retrouvais plus. Alors pourtant, j'étais passionné par ce que je faisais, parce qu'on faisait des énergies renouvelables, de l'isolation écologique, bref, c'était vraiment passionnant. Mais en fait, ça ne marchait pas, c'était pas rentable. Faut dire ce qui est, ce n'était pas rentable. Voilà, c'était un... Mais là, c'est pas qu'on bossait mal, c'est juste que quelque part, la boîte, elle était mal gérée. Et par le patron. Et mal conseillé par le comptable. Voilà. Mais il faut reconnaître ses torts. C'est la première chose à faire, c'est vraiment de reconnaître ses torts. Donc là, j'ai des beaux marqueurs indélébiles. Effaçables. Donc je vais vous parler. J'avais un collègue, quand j'étais dans le bâtiment, qui était mon fournisseur d'isolants écologiques. Donc lui, il avait un gros bâtiment.
Il était le seul à faire ça. C'était vraiment son domaine d'expertise. Il avait tout un tas d'isolants écologiques, de matériaux pour faire les décorations, bref, etc. Il était passionnant et passionné. Il était le seul sur Nantes. Ça faisait 10 ans qu'il était là. Il était donc le leader. Il n'y avait que lui. Et la boîte, elle a coulé. Est-ce que vous savez pourquoi, comment ça peut se passer ça? Qu'est-ce qui fait que sa boîte, elle a coulé? Alors, à la limite, il y avait son activité. Allez-y, hein, vous pouvez mettre des hypothèses. Qu'est-ce qui fait que presque du jour au lendemain, en fait, il a arrêté son activité parce que non, ça le faisait pas, quoi. Non. Eh ben, vous avez le droit de ne pas savoir. C'était une tête de cochon, une tête de mule. Il ne voulait pas être sur les réseaux sociaux, il ne voulait pas être sur Google, il ne voulait pas être sur Internet. Boum, la sentence est tombée. Donc problème de communication, parce que le monsieur, pour lui, Internet égale non. Voilà. Donc grosse erreur. Parce qu'en fait, c'était que le bouche à oreille. Je ne sais même pas s'il faisait de la publicité. Il misait en fait sur son aura, sur le fait qu'il soit connu depuis 10 ans et tout. Donc évidemment, ça lui ramenait des clients, mais il n'avait pas accès à cette clientèle qui, à la limite, ne connaissait pas les isolants écologiques, qui voulait faire une maison écologique, mais qui ne savait pas qu'il y avait un fournisseur à Nantes, bref, etc. Donc il s'est planté, je dirais, quasiment que à cause de ça. Donc des personnes qui, plus récemment, m'ont contacté, je leur ai proposé des accompagnements, elles ont refusé, ok, mais qui aujourd'hui ont repris du coup un boulot en tant que salariés. Donc ce sont des personnes qui ont fait une reconversion professionnelle, qui se sont formées dans des techniques bien-être, donc qui avaient pendant 1 an et demi, 2 ans, un petit pécule qui tombait tous les mois, ça leur assurait leur salaire, et donc comme ça, elles pouvaient éventuellement ne pas avoir une forte activité, mais elles savaient que d'ici 2 ans ou 1 an et demi, 2 ans, il fallait en effet qu'elles aient une activité, parce que là, Pôle emploi allait arrêter de leur filer de l'argent. Donc alors je vous le dis, ce sont des personnes qui avaient des cartes de visite, qui avaient des flyers, qui avaient à la limite un cabinet, qui avaient un site internet. Et là c'est pareil, ça n'a pas marché. Est-ce que vous savez pourquoi? Elles voulaient de l'argent plus que faire leur truc. Tu peux me redonner ton prénom? Sandrine. Sandrine. Alors Sandrine me dit en effet, elle voulait avoir plutôt faire de l'argent plutôt que se faire connaître. Pour avoir de l'argent plutôt que vraiment dans leur vraie valeur, quoi. Ouais. Je te note là parce que en fait je suis dans mon trip, dans ma tête, donc ce qui se passe autour. Elle a raison. C'est-à-dire que c'est des personnes, elles se sont dit, moi j'ai tout mis en place et maintenant les clients vont venir à moi, je vais pouvoir bosser, je vais me faire du chiffre d'affaires parce que en plus je fais ça avec le cœur, avec amour et ça me plaît ce que je fais. Niet. Et j'en ai vu une fois je louais un cabinet à Route de Vannes. Moi je venais occasionnellement quand j'avais mes séances, je venais que pour faire mes séances. Et à la limite j'en avais plus qu'elle. Et elle par contre je la voyais, elle était là dans son truc, elle était là devant son ordi, ou elle attendait, on va dire, elle attendait le chaland, quoi. Non, ça marche pas comme ça. Alors je sais plus ce qu'elle faisait comme technique, mais si on est noyé au milieu de la foule, là, parmi les thérapeutes et tout ça, on est invisible. Hein. C'est obligé, quoi. Et ça ne dépend pas de votre pratique thérapeutique. Hein. C'est pas ça. Hein. Moi, je suis sûr que demain, il y a quelqu'un qui se forme à la naturopathie. Il y en a plein. Hein. Là, je peux vous dire, il y en a à l'appel. Hein. C'est pas un souci. Hein. Mais qui, par contre, se montre, je suis là, je suis présente, et vous allez voir, hein, je vais développer le truc, mais je suis tout le temps présente ou présent. Et ça, pendant 1 an, 2 ans, je suis sûr et certain que dans 2 ans, la personne, c'est la référence en naturopathie, quelque part, et sur les réseaux, et peut-être dans son entourage, mais c'est obligé que les gens iront à elle parce qu'elle a osé se montrer. Donc, Internet, c'est un outil qui est énorme parce qu'il y a beaucoup de gratuité sur Internet, donc on peut en profiter, mais c'est surtout que c'est indispensable. Moi, aujourd'hui, j'ai un site Internet, mais franchement, je vais vous dire un truc, c'est pas lui qui me ramène des clients. Hein.
c'est une vitrine parmi tant d'autres. Mais c'est pas ça qui va me ramener des gens, pas du tout. Par contre, c'est ce que j'ai mis en place en amont depuis des années qui fait qu'aujourd'hui, aujourd'hui, c'est quasiment que le bouche-oreille. Hein. Même si je continue. Tu dis ? Ouais. Mais et il y a YouTube aussi. Mais franchement, c'est essentiellement le bouche-oreille. Et vous allez peut-être me dire, pourquoi est-ce qu'en effet, il a des rendez-vous, c'est le bouche à oreille? Pourquoi est-ce qu'en effet, il continue de communiquer, de publier des trucs sur les réseaux sociaux, il crée encore des ateliers, tout ça? Alors d'une, parce que j'aime ça. Voilà. J'aime le partage. Tant pis pour ceux à qui ça déplaît, mais j'aime le partage, j'aime ça. Et de deux, il y a l'entrepreneur qui se dit, si tu n'es pas présent, dis-toi bien qu'il y en a d'autres qui seront présents pour toi, mais c'est surtout, on ne sait jamais, c'est pas parce qu'aujourd'hui ça marche bien, que dans 1 mois, 6 mois, 1 an, ce sera toujours ça. C'est-à-dire que j'ai le bouche-oreille qui fonctionne, mais grâce à ma chaîne YouTube, au post, là Sandrine elle est venue, puisqu'elle m'a vu sur Facebook, après elle me suit depuis un certain temps, on a eu le temps de discuter un petit peu avant, mais voilà, elle me connaît un petit peu sur les réseaux sociaux. Mais donc c'est parce que je suis présent, alors d'une je vous le dis, toutes les semaines sur Facebook et j'essaie sur YouTube de poster une vidéo toutes les semaines. Donc c'est-à-dire que les gens qui me suivent et même ceux qui ne me suivent pas, il y a un moment ils vont se dire tiens, encore lui, qu'est-ce qu'il a à me dire là? Il va te parler de l'eczéma, il va te parler de l'acné, il va te parler des cystites, ok, ça m'intéresse, voilà, je parle souvent de ça. Je peux parler aussi de sujets qui n'ont rien à voir avec ça, ça va être par rapport à des émotions ou par rapport à certaines caractéristiques, bref. C'est mes sujets, j'ai envie, je partage ce qui me vient à l'esprit. Je suis présent toutes les semaines et grâce à YouTube, je suis présent tout le temps. C'est énorme. Autant sur Facebook, quand je fais un post, là, admettons aujourd'hui ou demain, ça va être sur le mur des gens qui vont aller sur Facebook. Est-ce qu'ils le verront ou est-ce qu'ils ne le verront pas? Alors ça, c'est complètement aléatoire, l'algorithme. Là, je ne le gère pas. Il y a des gens qui le verront, Sandrine a vu, et je suis sûr qu'il y a des gens qui seraient plus intéressés qui ne l'ont pas vu. Alors je n'ai pas fait de publicité payante sur Facebook, parce que là c'est pareil, je ne sais jamais où va mon pognon. Parce que j'en ai fait sur Facebook, et je me suis dit, ouais, j'ai fait une pub, notamment surtout plus pour la Vendée, mais même sur Nancy, pour des événements. J'ai pas eu de retour, c'est-à-dire que je n'ai pas vraiment de gens qui ne me connaissent pas aujourd'hui, qui viennent à moi. C'est très rare, très très rare. Ça vient vraiment, je dirais, des personnes qui sont soit déjà venues à des ateliers, soit en séance individuelle, soit des personnes, en effet, qui me suivent, là, comme Sandrine. Et en fait, des gens comme Sandrine, je me rends compte, il y en a plein. Bon, voilà, donc tant mieux. Mais c'est un travail sur long terme. Si j'obtiens ça aujourd'hui, c'est pas parce que j'ai démarré il y a 2 semaines. Ça fait un bout de temps que je prépare mes trucs. Et donc, le gros avantage sur YouTube, en fait, c'est qu'une vidéo que vous allez poster sur YouTube aujourd'hui, elle sera là demain, elle sera visible après-demain, dans 1 semaine, dans 1 mois, dans 1 an, peut-être dans 10 ans. Mais forcément, quelqu'un qui va taper sur la barre de recherche YouTube, gérer son stress au quotidien avec des outils simples, par exemple, quelqu'un pourrait taper ça sur la barre de recherche YouTube. Si vous avez une vidéo YouTube qui dit j'apprends à gérer mes émotions de manière simple, c'est quasiment obligé que la personne va voir votre vidéo. Après, tout le job n'est pas fait là, mais le support est là. Ça existe, il est là. Et c'est-à-dire que ça ne part pas dans la nature, quoi. C'est pas comme Facebook où c'est complètement aléatoire. Là, sur YouTube, ça reste là. Alors évidemment, il y a d'autres réseaux sociaux comme Instagram par exemple, mais là c'est pareil, même si la vidéo reste là, c'est généralement quand vous postez votre vidéo qu'il y a l'émulsion qui se crée, je ne me trompe pas. Comme sur YouTube, c'est au moment où je publie ma vidéo, je dirais dans les 24-48 heures que c'est là où il y a beaucoup de trafic, et après ça s'atténue, mais ça reste. Et sur YouTube, c'est beaucoup plus facile à retrouver une vidéo que sur Facebook ou que sur Instagram. Bref, pour ne vous parler que de ces 2 réseaux-là. Et donc, quand on se met à son compte, c'est vraiment de se dire comment je vais communiquer, qu'est-ce que je vais communiquer, et c'est surtout de se dire je dois être présente. Ça, c'est évident. Vous ratez, par exemple, vous dites, même pendant vous partez 2 mois en vacances, alors que vous publiez une vidéo 1 fois par semaine sur Facebook qui avait du trafic. Si vous ne publiez pas pendant 2 mois, ça peut vous porter préjudice. Il faut le savoir, parce que vous n'êtes plus présente. Donc soit vous pouvez prévoir vos vidéos à l'avance, puis vous les programmez sur Facebook en fait, et même sur YouTube,
On peut dire, bah voilà, j'enregistre 10 vidéos d'un coup et je les prévois pour les 10 semaines suivantes, ça peut être ça. Ça demande du boulot, hein, évidemment. Mais donc, les premières années, c'est la com, la com, la com. Ça, il n'y a pas de choix, faut passer par là. Et dans la communication, là je parle d'Internet, mais si je reprends l'exemple de celui qui faisait les isolants écologiques, il n'a jamais fait aucun salon. Il n'a jamais été présent sur les salons professionnels sur Nantes, sur Rezé ou dans le département. Il boudait, c'était une tête de cochon. Donc c'est pareil, ça lui a porté préjudice. Donc en fonction de vos activités professionnelles, moi j'ai cette chance, mais quelque part je l'ai créée, qu'aujourd'hui je fais que de la séance en visio, donc que je sois ici, là, à Nantes, que je sois dans le sud de la France, que je sois à l'est de la France, que je sois à l'étranger, peu importe, je peux exercer mon métier. Ça, c'est une force énorme. Mais parce que moi, parmi mes valeurs, j'ai la liberté. Donc, ce que je vous inviterais à faire pour vous, c'est avoir vraiment des réflexions par rapport au fait de vous mettre à votre compte. C'est avant de vous mettre à votre compte, mais là, vous l'êtes toutes, mais là, même si vous l'êtes toutes aujourd'hui, c'est quelles sont mes valeurs et qu'est-ce que je veux pour moi dans ma vie. Alors ça, c'est des questions à se poser, c'est mes valeurs et ma vie. Que vous soyez au clair avec ça. Parce que quand vous vous mettez à votre compte, en effet, vous accédez à cette liberté de travailler ou de ne pas travailler, de travailler comme une tarée ou de travailler de manière modeste. Moi, quand j'étais dans le bâtiment, j'étais à 60-70 heures par semaine. Et ça, en fait, je vais vous dire un truc, j'y ai goûté et ça ne m'intéresse plus d'y retourner. Je ne sais pas pourquoi, j'ai plus envie, vous voyez, de me rendre esclave de mon métier. Ça ne m'intéresse plus, j'ai donné, j'ai fait ma part, j'ai connu. Alors c'est pour ça que c'est intéressant, des fois, quand j'ai des entrepreneurs, chefs d'entreprise qui me consultent, et je me dis, ils bossent comme des tarés, et voilà les emmerdes qu'ils ont. Moi, j'ai connu tout ça à une époque, et je me dis, quelles sont tes valeurs? Qu'est-ce que tu veux pour toi dans ta vie? On revient au basique, à l'essentiel. Parce que beaucoup d'entrepreneurs se perdent dans leur activité. Ça, c'est énorme. Et vous, si vous ne voulez pas vous perdre dans votre activité, dans votre nouvelle activité, c'est ça. Quelle est votre motivation ou vos motivations pour vous mettre à votre compte? Là, c'est pareil, c'est hyper important de se poser des bonnes questions, tout simplement parce que si vous dites « Ah, je veux me mettre à mon compte parce que j'en ai ras-le-bol des clients, de mon patron, des collègues. » Vous voyez, si vous y allez à votre compte en étant en dualité, vous pouvez être tranquille. La dualité, vous allez la retrouver quand vous serez à votre compte. C'est obligé. Ce que je fuis d'un côté, je vais le retrouver de l'autre. Donc là, c'est de faire un travail sur soi, et ça je vais y revenir à plusieurs reprises, c'est vraiment faire un mea culpa avec tout ce passé qui ne vous a pas convenu, d'être en paix avec ça pour redémarrer sur des bonnes bases. Et ça, j'ai eu un jeune, une fois, il vient me consulter, il dit « Ouais, je me mets souvent en colère, au boulot ça va pas, machin. » Il se contrariait très facilement. Et en fait, c'était vachement intéressant parce qu'à un moment, il m'a sorti tout un speech, c'était blessure d'injustice qui ressortait à chaque fois. Ouais, alors, et c'est injustice envers la santé. Enfin bon, bref, donc, je ne sais pas pourquoi il était focalisé là-dessus, mais ouais, les médecins ceci, les médicaments cela, les traitements bidules, bref, ok. Je lui ai dit, regarde, tu sais pourquoi tu te mets en colère? Non, parce que tu as une profonde blessure d'injustice en toi, qui doit dater de ton enfance. Et en fait, aujourd'hui, tu te mets très souvent en colère parce que tu vois de l'injustice partout, même là où il n'y en a pas, parce que tu me sors tout un tas de trucs, tu y vas un peu fort, voilà, vous voyez le truc? On fait la séance en bonne et due forme, ça l'a un peu secoué parce que cette blessure d'injustice, elle était très, très présente, très profonde en lui. Et il s'est dit merci à lui-même de pouvoir faire ça, il m'a dit merci à moi, mais parce que c'est quelqu'un en plus qui s'est mis à son compte en tant que coach sportif. Et donc c'était évident qu'en se mettant à son compte en tant que coach sportif, s'il n'avait pas libéré cette blessure d'injustice, c'était évident que demain, avec ses clients, ça allait être des radars rouges. Ah bah oui, mais ce client-là, il ne me respecte pas. Ah bah oui, mais là, il a décommandé. Ouais, mais là, ça ne va pas, je me mets en colère. Ah bah oui, mais tu as quitté un truc avec tes blessures, tu les retrouves dans un autre domaine. Hein. Ça c'est pas un souci. Enfin, peut-être vous le savez toutes, mais je tiens quand même à vous le dire. Lui, c'est l'injustice. Donc, c'est important d'être au clair avec votre passé professionnel,
de ne pas tirer des casseroles, de vous dire bah oui, mais là, je me suis senti humilié, rabaissé dans cette société, on m'a mis au placard. D'accord. Est-ce que tu as fait un travail sur toi là-dessus? Non, bah alors fais-le. C'est obligé parce qu'en fait, vous pouvez très bien avoir des dévalorisations personnelles, des rancunes. Qu'est-ce qu'on peut trouver d'autre? Des manques de confiance en soi qui sont dus en fait à des expériences professionnelles qui se sont mal passées. Bah, je peux vous dire que si vous ne faites pas un travail de libération sur vous par rapport à vos anciennes expériences pro, ça va vous rattraper plus vite qu'on le croit. Moi, pourquoi est-ce que je me suis complètement planté? Je vous le dis, hein. Pourtant, on a bien bossé, mes clients étaient contents de nous, parce que j'étais pas tout seul, j'avais un salarié que j'ai eu, puis après j'ai embauché plusieurs autres personnes. J'avais un gros problème avec, roulement de tambour, j'avais un gros problème avec l'argent. Donc quand on se met à son compte, je dirais, s'il y a une priorité à aller travailler, c'est votre rapport à l'argent. Tu commences par ça. Si tu n'es pas au clair avec l'argent, il va y avoir des trucs. Récemment, j'ai fait une nana, elle est photographe professionnelle, et elle me dit, bah voilà, donc elle est d'origine russe, et elle me dit, ça fait quelques années que je suis à mon compte, mais j'ai pas l'activité que je voudrais avoir. Et je suis allé sur son site, les photos, elles sont magnifiques. Hein. Techniquement, alors je fais un peu de photos, moi, mais je veux dire, elle est pro. C'est vraiment très beau ce qu'elle fait. Mais elle, en fait, oui, elle est d'origine russe, et donc, on est allé chercher, parce que quelque part, elle est quand je me suis calé sur elle, elle a l'air d'être au clair avec l'argent. Je veux dire, elle s'est mise à son compte, tout va bien, mais elle manque de clients, elle n'a pas assez de marché. Ok. Et en fait, ce qu'on est allé trouver, c'est que chez ses ancêtres, comme elle est russe, eh bien, elle avait des grands-parents ou arrière-grands-parents, je ne sais plus, mais le communisme avait fait en sorte que tous ceux qui étaient propriétaires terriens, c'est fini ça. Ça appartient à l'État. Donc ce sont des gens qui à un moment ont tout perdu. Par rapport à l'argent chez ces gens-là, je peux vous dire que c'est venu bien les chercher et du coup ils se sont appauvris. C'est-à-dire qu'ils n'avaient plus rien. Ils ne possédaient plus rien. Donc la mémoire qui restait, chez les ancêtres, on avait des propriétés, on avait de l'argent et on produisait de l'argent, on gagnait de l'argent, on en vivait bien. Eh bien le fait d'avoir de l'argent, du jour au lendemain, on nous a tout pris, on nous a tout confisqué. Elle était en loyauté directe avec ces gens-là. Je dirais que c'est la grosse mémoire qu'on a pu libérer chez elle. On a dû libérer 2-3 autres trucs, elle de son côté, parce qu'en effet, alors je me souviens, après on a fait une autre séance sur un autre sujet, c'était ses problèmes d'eczéma. Donc on a fait qu'une seule séance sur l'argent, parce qu'elle m'a dit, le mois d'après, quand on s'est vu, elle me dit, moi j'ai mon activité. Là je suis super content pour elle, parce que juste une séance, ça lui a permis, donc on a dû se voir un mois et demi plus tard pour un autre sujet, donc c'était son eczéma, et elle ne voulait même pas retourner sur le sujet d'argent, elle m'a dit, non, là je veux voir mes problèmes de peau. Donc il y a des choses, ça nous dépasse. Vous pouvez me dire, oui, mais moi j'ai envie de gagner de l'argent. Oui, mais tu vas te vendre combien? Enfin, c'est pas toi que tu vas te vendre. On n'est pas là pour se prostituer. Tu vas vendre combien ton temps? Le rapport à l'argent, c'est ça. Demain, quelle que soit votre activité professionnelle, vous allez vendre du temps. Vous n'allez pas vendre de l'amour, vous n'allez pas vendre une technique, vous allez vendre du temps pour répondre à un besoin de vos clients. Alors ce que je peux vous dire, c'est qu'en tant qu'auto-entrepreneur, si vous êtes à 50 € de l'heure, vous êtes foutu. Ça ne marche pas ça. 50 € de l'heure, vous avez forcément des charges, même si vous ne vous en rendez pas compte. Peut-être vous louez un cabinet, parce que vous ne faites pas ça chez vous, parce que généralement c'est rare qu'on nous en prête un gratos. Mais donc, il faut que ce soit un minimum rentable, pour ne pas dire qu'il faut que ce soit rentable tout court. Mais donc un 50 € de l'heure aujourd'hui dans notre société, et encore plus là avec l'augmentation des prix des carburants, de l'énergie, tout ça, 50 € de l'heure, ça ne marche pas. Un 65 € de l'heure, ça peut commencer. Vous allez me dire, putain, Et c'est quelle valeur je donne au temps que je vais passer? Est-ce que ce que j'apporte aux gens, en effet, quelque part, ça vaut cet argent-là? Je peux vous dire que là, pour ce que vous faites toutes les trois, à part Sandrine que je ne connais pas plus que ça, mais elle organise des petits ateliers, donc je lui fais confiance.
Si vous ne vous valorisez pas dans votre temps, bah, ça va être compliqué. Puis ce qui se passe aussi, c'est que bah, à la limite, vous allez peut-être bosser, du coup, en effet, non pas 35, mais 50 heures par semaine, bah, parce que vous n'êtes pas cher et puis qu'à un moment, vous allez vous épuiser. Hein. Parce que tout ce qu'on en est là, donc il y a Stéphanie aussi, mais tous les 5, ça nous demande un peu d'énergie ce qu'on fait. Tous les métiers demandent de l'énergie, on est d'accord. Mais quand on est face à la souffrance des gens, on a beau se protéger tout ça, même moi le premier, ça nous demande un peu d'énergie. Et donc pour moi, dans nos métiers, même être à une quarantaine d'heures par semaine, pour moi c'est très compliqué. Et je ne parle pas des gens qui font des massages. Alors je ne sais pas toi Séverine, si tu dois en faire, non, mais les massages, pour moi c'est au moins 90 € de l'heure. C'est pas en dessous. Parce que tu tapes, parce que ça va te demander de l'énergie, et si en plus tu fais des déplacements chez les gens, tu es obligé d'inclure le déplacement, il y a un cadre à poser, c'est obligé. Moi je l'ai vécu, hein, quand je faisais mes petites séances en acupressure, j'allais chez les gens après mon job, après avoir fait ma journée, et je me déplaçais, tout était gratos. Alors il y avait qui me filaient un paquet de gâteaux, certains me filaient la pièce, merci à eux. Mais ce que je veux vous dire, c'est que tout ça, ça a une valeur. Hein, et c'est vraiment à vous d'étudier ça en profondeur, c'est-à-dire, bah oui, je vais vendre mon temps, et c'est donc aussi de vous poser la question combien je veux gagner par mois. Parce que vous pouvez très bien dire, bah, je veux gagner 2000 € par mois, oui, et si vous faites 60 heures par semaine, il y a un sacré déséquilibre, ça va pas là. Et ce qu'il faut vous dire aussi, c'est qu'on va faire une petite ébauche là, vite fait. Alors, je ne suis pas comptable, mais je me suis bien posé des questions là-dessus, pour faire en sorte que vous tombiez sur vos pattes en fait au niveau de l'activité. Et ça, c'est des questions à se poser dès le départ. Donc, vraiment voir son rapport à l'argent, c'est la priorité pour que vous puissiez trouver un taux horaire qui soit convenable. Moi, j'ai des nanas, là, j'en ai 2, j'en ai pas 50 non plus, qui viennent me consulter. C'est des gens qui sont à leur compte depuis un certain temps. Elles ont leur clientèle, elles sont à 50 € de l'heure. Et elles me disent, je n'arrive pas à augmenter mon tarif. C'est-à-dire qu'il y a une barrière psychologique. Et elles le savent, hein. Elles sont thérapeutes, elles le savent. Elles me disent, je sais pas d'où ça vient, souvent ça vient de l'enfance, hein, ça, il n'y a pas à tortiller, mais elles sont incapables de se dire, oui, je vais passer à 70 € de l'heure. Et pourtant, c'est ce qu'on met en place. Et à un moment, elles arrivent à 70 € de l'heure. Mais il y a une barrière psychologique. Et ça vient chercher la valeur qu'on se donne. Ça vient chercher la légitimité. L'argent et la légitimité, c'est très lié. Voilà, sa valeur. C'est une question à se poser. Ce que je vaux, combien ça vaut. Et c'est pas de regarder les petits copains combien ils font. Hein. Ah mais on s'en contrefou. Hein. Vous prenez quelqu'un qui a la même activité professionnelle, à la limite qui a les mêmes diplômes. Si la personne a fait du 45 € de l'heure, si vous vous alignez sur elle, vous êtes aligné sur son tarif, mais vous n'êtes pas aligné sur vous, vos valeurs. Et par expérience, parce que ça je le dis aux nanas, là les 2 qui sont à 50 balles, enfin qui étaient à 50 € de l'heure, ce que je leur ai dit, tu es d'accord qu'il y a des gens qui viennent te voir à limite tous les mois parce que tu n'es pas cher et ça avance pas avec eux, parce qu'ils ne s'investissent pas personnellement. En fait, ils disent, bah, je vais voir ma Chine parce que ça me fait du bien, c'est pas cher. Mais les gens n'ont aucune reconnaissance en fait, vis-à-vis même d'eux, du bien que ça peut vraiment leur apporter, et surtout vis-à-vis de la personne, parce que quelque part, ils ne donnent pas suffisamment de valeur aux soins. Donc, si vous ne vous donnez pas de valeur ou pas suffisamment de valeur, je peux vous dire que vous allez avoir des gens qui vont bien vous le montrer, ça. Et donc, c'est pour ça aussi qu'à la limite, on parlera peut-être de vous au bouche à oreille en disant « Ah bah tiens, un tel ou une telle, elle n'est pas chère, vas-y », mais on ne dira pas « Ah ouais, là, ce que m'a fait telle personne, ça m'a fait du bien. Oui, c'est un prix, mais ça m'a fait du bien. » C'est pas pareil, quoi. Ce ne sera pas la même communication. Donc, tout ça pour vous dire que quand on se met à son compte, c'est vraiment une aventure. Ça peut être une très belle aventure, comme ça peut être une aventure qui se passe pas forcément comme on l'avait souhaité au départ. Mais c'est de se poser les bonnes questions, c'est vraiment d'avoir une remise en question et de faire un travail sur soi en amont, ou si c'est pas en amont, c'est pendant. Et ça, je vais y revenir. Parce que
il y a des choses, en fait, vraiment, où il faut être au clair. Hein. Et la légitimité, c'est le rapport à l'autre, l'image de soi, hyper important, d'accepter d'être vu, hein, l'image de soi, accepter de se montrer. Donc, vous avez des personnes, en effet, qui, quelque part, là, en fait, j'encadre un groupe de 8 personnes qui sont tous à leur compte, certains démarrent, et il y a même une personne, ça fait 15 ans qu'elle est déjà à son compte. Mais elle change de profil professionnel. Et donc, on met ensemble des choses pour être sur les réseaux sociaux, pour développer sa communication et pérenniser sa communication. Je peux vous dire qu'au départ, il y a des nanas qui étaient là, et quand je leur ai dit que vous allez montrer votre bout du nez à toute la France en postant des vidéos sur Facebook et sur YouTube, au début, ça serrait les fesses, mais bien comme il faut. Du coup, elles avaient les fesses très très musclées les premiers mois. Et là, aujourd'hui, ça s'est vraiment détendu parce qu'elles prennent du plaisir à poster leurs vidéos. Donc évidemment, on n'avance pas, on n'évolue pas tous de la même façon. Et heureusement, parce que moi, autrement, il y a un homme dans le groupe. Lui, il faisait des petites vidéos timides. Et aujourd'hui, non, il m'a dit, mais j'ai listé tous les sujets que je voulais aborder. Et il m'a dit, de toute façon, dès que j'ai une idée, je le note. Donc, ça fait partie des choses à mettre en place pour l'organisation personnelle. Mais il me dit, j'ai plein d'idées. Je lui dis, super. Parce qu'en fait, lui, du coup, toutes les semaines, il va pouvoir poster une vidéo qui soit un format très court, ça peut être 2 minutes, 1 minute, 2 minutes. Un format un peu plus long, 5 minutes. Un format encore un peu plus long, 10 minutes. Après, en fait, voilà, ça c'est pareil, c'est dans la façon de communiquer. On peut séquencer les durées des vidéos qu'on va poster. Et c'est important de mixer. Moi, j'ai fait beaucoup de vidéos qui durent 3/4 d'heure, 1 heure. Je sais que ce n'est pas forcément celles qui sont le plus vues. Hein. Par contre, les vidéos qui sont le plus vues sur YouTube, par exemple, ce sont les formats courts. Il faut le savoir, mais il faut mixer. Bref. Donc, si je reviens à la légitimité et sa valeur, et donc le rapport à l'argent, c'est vraiment votre priorité. Quelqu'un qui va me dire, oui, mais moi je me mets à mon compte, et de toute façon c'est pour le bien de l'humanité, c'est pour révéler les gens chez eux, et je viens faire ma part pour le bien-être de l'humanité. Je lui dis c'est bien, et en fait c'est des gens qui vont vouloir, en effet, qui vont pas du tout se valoriser, et qui vont se perdre dans leur métier. J'ai l'exemple d'une nana qui faisait que des massages. Elle devait prendre 35-40 € par massage. Il y avait du monde. Mais au bout de 3 mois, elle était rincée. Oui, parce qu'elle n'arrêtait pas d'en faire. Donc elle faisait du chiffre d'affaires, des massages à pas cher, sûrement très bien. Par contre, j'aurais pas aimé être la dernière personne de la journée le vendredi soir. Parce qu'à un moment, on n'a plus de jus. Hein. Donc je ne sais pas comment elle pouvait faire les massages à la dernière personne le vendredi soir, mais à mon avis, elle n'était plus là, quoi. Bref. Mais pourquoi est-ce que la personne, elle ne savait pas se vendre ? Tout simplement parce que peut-être qu'elle avait peur de ne pas plaire aux gens, peut-être qu'elle avait peur en fait de ne pas y arriver, et du coup, elle était là avec ses stress, ses peurs, et elle se dit, non mais moi, si je mets plus cher, j'aurai plus personne qui va venir me voir. Sauf que ça, c'est une croyance. Et en effet, les gens, s'ils viennent te voir, c'est par rapport à ce que tu vaux, par rapport à ta prestation. Mais normalement, les gens ne viennent pas te voir par rapport à un tarif. S'ils viennent te voir parce que tu n'es pas cher, c'est vraiment dommage, parce que le jour où tu vas vouloir augmenter, ça va faire bizarre. Hein. Parce que là, il y a 20 à 30% des personnes qui ne vont plus te suivre. C'est obligé, donc baisse de chiffre d'affaires, jusqu'à ce que ça se réaligne au bout de 2-3 mois. C'est comme ça. Moi, je l'ai vécu. Hein. Avant, j'étais à 75 €, je suis passé à 80. Hop, il y a eu une petite inertie là où ça a baissé dans l'activité. Moi, je dirais un mois, peut-être un bon mois, mais après, ça a repris. Ok, ça marche, il faut le savoir. Donc moi, je suis passé de 75 à 80. Hein. Quelqu'un qui veut passer de 50 à 70, ça ne va pas faire pareil. Hein. Ouais. Donc c'est pour ça, quand on se met à son compte, c'est mettre tout de suite le juste prix, pas se dire je vais commencer à 50 pour finir à 80, 90 ou 70, j'en sais rien, c'est vous qui voyez votre tarif. Si vous partez dans cet état d'esprit-là, je peux vous dire que même vous, psychologiquement, vous allez dire putain, si jamais je suis à 50, si je passe à 60, j'ai peur là de perdre des clients, ça ne va pas le faire. Donc en fait, vous ne le ferez pas. Vous ne serez pas à l'aise avec ça et ça va vraiment à mon avis, ça risque de vous constiper un certain temps parce que vous n'allez pas réussir à lâcher le bon prix. Donc, c'est dès le départ, je mets un tarif qui me convient. Et comment faire pour savoir quel est son tarif ? Son taux horaire. Si vous faites
à l'heure. Après, il y en a peut-être parmi vous qui vont faire des accompagnements. Ça peut être sur une journée, une demi-journée. Moi, c'est ce que je propose aujourd'hui sur des laps de temps plus longs. Ou même de se dire, OK, je vais proposer un accompagnement sur 1 mois, 2 mois, 6 mois, plusieurs semaines. Je sais qu'il y en a qui font ça. Bah, c'est vous, c'est un calcul à faire en fait. Et c'est quelque part, ce que je vous invite à faire aussi, quand vous vous mettez à votre compte, c'est d'aller voir un expert comptable. Quitte à le payer. Hein. Vous lui filez une prestation, il va vous prendre 2 ou 3 heures, lui il va être à 100 € de l'heure à mon avis, je ne serais pas étonné. C'est comme ça, il est expert comptable. Pour que vous fassiez ensemble peut-être un prévisionnel. Hop. Hein, que vous fassiez un tableau de bord. C'est pas parce que vous êtes auto-entrepreneur que vous ne devez pas avoir la mentalité d'un chef d'entreprise qui est en SARL, SAS, en société. Ça, c'est ce que j'ai appris dans le bâtiment. Moi, j'étais dans le bâtiment, j'étais moi avec mon salarié, des fois j'en embauchais d'autres, petite structure. Moi, j'ai mis mon taux horaire par rapport aux copains, j'allais voir mon comptable, il me considérait comme une petite structure, sauf que la grosse erreur que j'ai faite, j'aurais dû faire comme une grosse boîte, c'est-à-dire tous les trimestres, je fais un bilan avec mon expert comptable. On voit où est-ce qu'on en est rendu, on voit les futurs chantiers. J'aurais dû avoir exactement la même démarche, la même logique qu'un mec qui dirige une grosse boîte, c'est-à-dire, il y en a certains c'est tous les mois, mais tous les trimestres, je fais un point avec mon expert comptable pour voir où je mets les pieds, comment ça se passe, où en est l'activité. Voilà. Bah vous, c'est dès le démarrage, c'est que vous posiez ça. Je vais vous dire pourquoi. Parce que d'une, alors en effet, vous allez me dire, bah, il nous parle que d'argent. Ouais, c'est le nerf de la guerre. Hein. Franchement, vous êtes à votre compte. Il y en a qui se mettent à leur compte parce qu'ils se disent, j'en ai eu un une fois dans le bâtiment, il m'a dit, il était dans l'événementiel. Et il m'a dit, bah, je vais me mettre, donc eux dans l'événementiel, pendant 3 mois, il n'y a pas d'activité. Pendant 2 mois, on bosse 12-15 heures par jour. Voilà, c'était comme ça. Il me dit, bah, moi je vais me mettre à mon compte en tant que plombier chauffagiste parce que je sais que j'aurai du boulot. Et par contre, c'est un coup je bosse pas. Un coup je bosse pas. Lui, ça lui allait ce rythme-là. Moi, je m'étais dit, là, dans le bâtiment, c'est pas toi vraiment, tu peux décider, mais à la limite, si tu as du chantier, c'est pas toi qui vas dire, bah là, pendant 2 mois, je m'éclipse. Enfin, dans la conception, je le voyais pas trop. Bon, bref, c'est pas grave. Ce qu'il faut vous dire, c'est que, imaginons, vous êtes. Bah si, je vais prendre mon tarif. Moi, je suis à 80 € de l'heure. Alors, je suis à 80 € de l'heure. Aujourd'hui, je ne loue pas de local. Je ne me déplace pas. Alors, je fais des nettoyages de lieux. Donc, mais là, c'est pareil. Dans le nettoyage de lieux, je suis à 80 € de l'heure dans mon déplacement et sur place. Hein, et je ne passe pas moins de 2 heures sur place. C'est cadré. Le client, il prend ou il ne prend pas. Voilà, c'est cadré. Et je devrais même prendre plus cher pour un nettoyage de lieu, mais bon, bref. Voilà. Je ne suis pas parfait. Imaginons 80 €. Eh bien, vous, dans votre prévisionnel, c'est de vous dire, on a 12 mois dans l'année. Combien de temps je veux, combien de mois, quel va être mon rythme par an? Eh bien, si vous faites les calculs, si vous réfléchissez bien, vous allez vous dire, bah, moi, je veux prendre entre 4 à 6 semaines de vacances. Vous vous êtes mis à votre compte, c'est pas pour bosser 12 mois par an. Enfin, j'espère. Et... Bref, peut-être vous allez vous former aussi 1 fois par an ou 2 fois par an. Bref, les formations, ça peut être en semaine, les week-ends. Peut-être vous allez... Bref. Donc, en fait, de 12 mois qu'il y a dans l'année, vous allez travailler 10 mois. Bon, je vous pose la question, mais vous connaissez la réponse. Dans un mois, combien j'ai de semaines? On va dire 4 semaines, quoi. On est d'accord. Mais sur ces 4 semaines, combien de jours vous voulez travailler par semaine? Est-ce que je veux bosser 5 jours, 6 jours? Est-ce que je veux bosser les week-ends? Alors je vous dis pourquoi, parce qu'un jour j'ai une nana, elle est en Vendée, elle fait des soins comme nous là. Elle me dit, je comprends pas, ça va pas bien.
Et ça fait un paquet d'années qu'elle bosse, elle. Puis, elle a une très belle activité, ça marche très bien. Bah, je lui dis, ok, je lui dis, ton ancrage, t'es pas là. Son énergie, je lui dis, t'es diffusé partout, t'es pas là. Et ça n'allait pas bien. Je lui dis, comment tu bosses? Bah, elle me dit, je bosse 5 jours par semaine et je fais, je crois qu'elle devait faire 5 à 6 séances par jour. Puis elle a 2 enfants. Bah, je lui dis, c'est trop. Faut qu'elle devait se faire un très bon salaire, hein, mais je lui dis, là, c'est trop. Tu bosses 5 jours à ce rythme-là, c'est pas possible. Tu peux pas tenir. En effet, c'est pour ça qu'elle me consultait qu'elle n'est pas bien. Parce qu'elle n'est pas bien. Donc je lui dis, bah, il va falloir au moins que tu te poses soit 1 à 2 demi-journées dans la semaine, ou bien le mercredi tu bosses pas, j'en sais rien, tu te débrouilles, mais tu arrêtes de bosser 5 jours par semaine. C'est pas possible. Il y a un équilibre à trouver, hein. Et chacun a son équilibre. Hein. Mais ce que je veux vous dire, c'est que vous allez bosser peut-être 4 semaines par mois, mais combien de jours par mois je veux bosser? Et je vous dis ça parce qu'une fois, j'étais en formation, puis il y avait une nana qui était là, et je lui dis, je parle de ça. Bah, elle me dit, bah, moi, je veux bosser 35 heures par semaine. Je lui dis, moi, je suis incapable de faire 35 séances par semaine. Je suis incapable. Là, c'est... Voilà, on se lance un défi. C'est-à-dire 7 séances par jour. Je ne sais pas comment je finis déjà rien que la première journée. Je ne sais pas. Après, c'est moi, hein, c'est par rapport aux constellations et tout ça, hein, voilà, hein, mais parce que on a des métiers qui exigent qu'on prenne soin de soi avant de prendre soin des autres. Et ça, il ne faut pas l'oublier. Donc je prends du temps pour me ressourcer, je côtoie les gens qui vont me ressourcer aussi. C'est-à-dire que s'il y a des gens qui vous polluent à droite à gauche, bah, en fait, vous allez appliquer à vous-même ce que vous allez préconiser aux autres. Parce que des gens qui bossent, qui sont en plein burn-out, ça peut-être vous en avez déjà eu ou vous allez en avoir. Mais pourquoi ils sont en plein burn-out? Bah, tout simplement par rapport à tout ce que je vous ai cité. Quelles sont tes valeurs? Qu'est-ce que tu veux pour toi dans ta vie? Combien d'heures tu bosses par jour? Est-ce que tu te respectes dans tes choix de vie? Etc. etc. La personne, bah, vous allez voir que c'est 0, 0, 0 quasiment à tous ces domaines-là. Sauf que bah, du coup, vous allez lui dire, bah, on va commencer par les bases. Et là, généralement, c'est pas que la personne a un problème avec l'argent, c'est juste qu'elle ne se respecte pas dans sa vie, dans son rythme et tout ça. Bref. Donc, imaginons, vous allez bosser 4 jours par semaine. Voilà. Et bien, si je bosse 4 jours par semaine, 4 semaines dans le mois et 10 mois, bon, je vais faire un calcul simple, hein, 4 jours par semaine sur 4 semaines, ça fait 16, x 10. Alors attends, j'ai dû oublier un truc, mais c'est pas grave. 4 jours par semaine, il y a 4 semaines, donc ça fait 4 fois 4, 4 jours par semaine. Oui, parce que j'ai pas mis le nombre de séances par semaine, mais admettons que vous faites séances par jour, mais admettons que vous faites 5 prestations par jour. Hein, parce que là, donc ça fait 16 fois 10 fois 5. Voilà. 4 jours par semaine sur 4 mois, fois 10 mois, fois 5. Mais à mon avis, j'ai une erreur. Mais c'est pas grave. Je ne sais pas combien ça fait. 160 fois 5, 5, ça fait 800. Bah, vous allez faire 800 séances sur 10 mois. Et sur ces 800 séances, bah, si on fait un calcul 800 fois 80, 8 fois 64, ça fait non, ça fait pas 64 000, si, ça fait ça. Voilà. Alors vous allez me dire, c'est bien. Alors, ouais, d'accord, je suis bien. Sauf que, avant de faire 5 séances par jour, 4 jours par semaine, ça, c'est pas... Sauf exception, il y aura toujours une exception à la règle. C'est pas aujourd'hui que vous allez faire ça, c'est peut-être dans 2 ans, 3 ans. Est-ce que vous êtes OK avec ça? Et ça, c'est pas tout de suite. Et pourtant, c'est peut-être votre objectif. Ça peut être ça. Et donc, c'est 64 000 € sur 10 mois. Donc, ça veut dire que là-dedans, vous avez d'inclus, c'est votre chiffre d'affaires, hein, qui n'a rien à voir avec le salaire. Hein. Parce que de ça, il faut déduire les charges. Et une fois que j'ai déduit les charges, on va arrondir. Hein, je vais déduire 30% de charges, donc ça fait, on va dire, 11 000 €. Donc, il reste 55 000 €. Tac. Et en effet, ça peut être sur 12 mois.
parce que les mois où vous êtes en vacances ou en formation, bah, faut bien aussi se rétribuer un salaire. Mais du coup, vous n'allez pas vous rétribuer un salaire, c'est de l'argent que vous avez déjà mis de côté. Et ça, vous pouvez le voir avec un expert comptable parce qu'il va plus rentrer dans les détails. Il va vous dire, bah oui, mais regarde toi, même si tu factures tant, tu as ton téléphone, tu as ton carburant, peut-être tu achètes des outils, enfin pas des outils, mais des trucs thérapeutiques, tu achètes tes huiles essentielles, tu as acheté une table de massage, tu as un ordinateur, etc., etc., etc. Mais ça veut dire que quand on est là, bah, en fait, on n'est plus auto-entrepreneur, généralement on est en société. Et là, le piège, c'est qu'il y a des gens qui, en tant qu'auto-entrepreneur, se disent bah, « je suis pas cher, j'ai plein de clients, je fais du gros chiffre, et du coup, bah, je vais passer en société. » Bah oui, mais sauf qu'en société, tu payes 2 fois plus de charges. Et je vous le dis, si tu payes 2 fois plus de charges en société que quand tu es auto-entrepreneur, donc là, ton taux horaire, bah, il ne tient plus la route. Donc, tu es obligé d'augmenter ton taux horaire, puis là, tu as moins de clients. Et là, tu te dis « merde, pourquoi je me suis mis en société ?» Bah, je sais pas. Mauvais conseil de la part d'experts comptables. Voilà. Une représentation en fait de ce qui peut se passer. Et là, je suis pas loin de la vérité. Hein. Mais par contre, avant d'arriver à ça, ouais, faut. Mais c'est faisable. C'est faisable. Il n'y a pas de souci. Et c'est de se dire, si ça vous dit, qu'est-ce que je peux mettre en place pour au moins arriver à ça. Parce que ça, c'est de la séance individuelle. Moi, aujourd'hui, je diversifie mon activité. Par exemple, le week-end, sur 2 week-ends, là, j'ai une formation pour que les gens, ça s'appelle « Compréhension de l'origine émotionnelle des maladies ». Bah, c'est pareil, je diversifie mon activité. Par contre, c'est évident que quand je fais 2 jours de formation samedi-dimanche, déjà d'une, le vendredi, je bosse beaucoup moins. Par contre, les lundi-mardi, je bosse pas. Parce que c'est pareil, ça me demande de l'énergie, quoi. Je suis hyper attentionné, enfin bon, bref. Donc quelque part, ce que vous pouvez gagner d'un côté, bah, en effet, ce qu'il faut vous dire, c'est que vous n'allez pas rembrayer dès le lundi sur autre chose. Toi, Sandrine, tu as fait des ateliers qui duraient une journée complète ou pas? Moi, je commence. En fait, j'ai pas encore fait des ateliers sur plusieurs jours. Ouais. Là, je commence les petits ateliers de 2 heures et je fais plutôt de l'individuel. Ok. Et par contre, je fais des salons. Et quand je fais des salons, je me barre mon lundi, mon mardi, c'est ça. mon mercredi. Ah. Donc, comme dit Sandrine, bon, pour l'instant, c'est de l'individuel. Donc, c'est au niveau du temps passé, ça reste relativement court. Quoique. Mais elle fait des salons et comme elle dit, bah, quand le salon c'est samedi-dimanche, le lundi-mardi, elle bosse pas. Donc, en effet, alors, quand vous faites un salon, ça c'est pareil. Moi, j'en ai fait que un là en tant que thérapeute, mais ça m'intéresse plus d'en faire. C'est pas parce que moi ça m'intéresse pas que je vous invite pas à en faire, c'est pas ça, c'est que moi ça m'intéresse pas. J'en ai fait suffisamment dans le bâtiment, ça m'a suffisamment dégoûté. C'est juste ça. Tiens, faut que je travaille là-dessus. Non, j'ai pas besoin. Mais, mais donc, quand on fait un salon, c'est pareil. Donc, ça vous demande du temps, de l'argent, parce que le salon, c'est rare que ce soit gratuit, hein, la place. Ça vous demande de l'énergie. Généralement, bah, si le salon c'est samedi-dimanche, ça se trouve le vendredi, il faut que tu installes tes trucs. Donc, le vendredi, tu bosses pas. Samedi-dimanche, tu bosses pas. Lundi-mardi, tu bosses pas. Ça a rentré dans votre comptabilité. C'est de vous dire, je prépare le salon, ça va vraiment me coûter de l'argent. Ça a intérêt de marcher, quoi. Donc c'est pour ça, en effet, il y en a qui proposent lors d'un salon, peut-être c'est ce que tu fais, voilà, ils vont proposer un petit soin à 10, 20 euros, petit truc découvert, toc. Voilà, ça permet de faire rentrer un peu de sous. Les gens, ils s'investissent, ils s'engagent un petit peu dans le soin parce que c'est pas du gratuit. Et après, tu leur dis, bah voilà, si tu veux aller plus loin, bah écoute, voilà ma carte. Puis, si tout se passe bien, la personne, elle reprend contact avec vous. Et d'ailleurs, ce que je vous invite à faire si vous faites des salons, c'est pas la personne, elle reprend contact avec vous un jour, c'est tout de suite dès le salon, tu as ton agenda, oui, non, et ben on se cale le rendez-vous tout de suite. Parce que si tu laisses partir la personne à qui tu as fait un petit soin ou qui s'est renseignée auprès de toi, si tu la laisses partir juste avec ta carte, je ne sais pas quelle est la statistique pour qu'elle te rappelle, mais le jamais, à mon avis, est prédominant. Il y a peut-être il y a très peu de chances, hein, 3%. Donc j'ai une statisticienne là, mais les stats, tu as 3% de chance pour que la personne te rappelle. Et le seul salon que j'ai fait, c'était avec un pote, Nicolas, c'était un salon sur les constellations familiales et systémiques, un petit salon. On avait dû avoir au moins 15 personnes qui étaient intéressées. On avait leurs coordonnées, leur mail, leur téléphone. On les a toutes relancées. Aucun retour. Silence radio total. Et c'est vexant parce que tu dis, bah, j'ai passé du temps à leur expliquer. Nous, on était là, on était super contents parce que ça marchait bien.
Plus rien en retour. Donc c'est pour ça, c'est lors d'un salon. Moi, ce que j'ai observé, quel que soit le salon, les stands qui marchent le mieux, c'est la bouffe. C'est ceux qui n'ont rien à voir avec l'activité du salon, hein, mais ils sont là et ils vendent des choses. Ils vendent. Ils sont au salon et ils sont là pour vendre des trucs. Eh bien, vous, demain, vous faites un salon, peut-être en effet vendre une petite prestation de 15-20 minutes. Voilà, ça, je pense que c'est bien. Mais c'est surtout ce que vous ne vendez pas là en direct, c'est la personne. Soit je prends rendez-vous pour la rappeler, pour qu'on prenne rendez-vous pour une séance, soit on prend rendez-vous directement pour une séance, de la prestation. Mais je vous le dis, il ne faut pas laisser partir le chaland comme ça, sans que vous ayez verrouillé le truc. Autrement, c'est perdu. Hein. Le temps que vous avez passé, il est perdu. Pour moi, c'est évident. Sauf cas exceptionnel, mais voilà. Donc, bien étudier l'argent, votre marché, où est-ce que je mets les pieds. Moi, j'avais fait ça, c'était vraiment au tout début que je me mettais à mon compte avec une copine qui est photographe, et elle m'avait posé ces questions-là. Et je lui avais dit, moi, je me vois bien, en fait, on avait fait le calcul, ça me faisait faire... En fait, il fallait que j'aie 80 séances dans le mois, dans ce que j'avais fait dans mes calculs. Et là, elle m'avait dit, avant que tu aies 80 personnes différentes dans un mois, va falloir y aller. Hein. Et elle avait raison. Hein. Avant d'avoir un portefeuille client suffisamment grand pour que tu te dises, il y a 80 jours dans le mois où j'ai une nouvelle personne qui vient. Après, évidemment, il y a des séances qu'on refait d'un mois à l'autre, c'est évident. Il y a un pourcentage comme ça. Il n'empêche que ça, tu ne peux pas faire que ça, et il te faut de nouvelles personnes. Et ça demande vraiment un travail de fond, où on se fait connaître, et où les gens, en effet, vont nous contacter, et pour que le bouche-oreille, ça se mette en place. Et ça ne s'invente pas. C'est la première année, ça c'est sûr, mais peut-être même les 2 premières années, c'est 80% de mon temps, c'est de la communication. Je communique, je passe mon temps à voir comment je peux communiquer, je communique. C'est 80, les 1 à 2 ans égale communication. Ça c'est, on est tous, je suis passé par là, on est tous obligés de passer par là. Une fois, je louais un cabinet à Rezé, il y avait une ostéopathe qui était là, elle m'a dit, il faut 7 ans pour avoir sa clientèle. Eux, les ostéopathes, il y a tellement de concurrence qu'il leur faut 7 ans pour avoir sa clientèle. Et elle m'a dit, en plus, elle donnait des cours d'ostéopathie dans une école d'ostéopathie, elle allait sur Paris. Donc, en plus, elle ne faisait pas que ça. Mais je pense que c'est la passion aussi, elle aimait partager. Donc voilà, je le comprends. Mais eux, les ostéopathes, on pourrait se dire, c'est bizarre quand même, parce qu'il y a quand même des mutuelles qui prennent en charge l'ostéopathie, donc les gens ne dépensent pas l'argent de leur poche, donc en fait, ça devrait marcher mieux que ça. Non. À une époque, je vous le dis, parce que moi, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je voulais être ostéopathe, donc je me renseignais sur le sujet. Il y avait en France 2000 nouveaux ostéopathes qui étaient diplômés en France tous les ans. Ça veut dire qu'à un moment, il va y avoir saturation. C'est juste ça. Et un ostéopathe, en effet, c'est comme pour vous, il y en a qui seront meilleurs que d'autres, il y aura plus d'affinité avec leur clientèle, il y en a qui seront plus dans la douceur, il y en a qui seront peut-être... Voilà, forcément, vous allez avoir votre clientèle à vous qui n'ira pas voir d'autres parce que c'est avec vous que les personnes veulent être. Mais grosso modo, quand vous allez voir un ostéopathe, j'ai mal à un bout, ils vont faire le même job. Quoi. Ils sortent tous des mêmes écoles, il n'y aura pas vraiment une grosse différence, je pense, sauf après ceux qui peut-être vont se spécialiser, il y a de la fasciathérapie, il va y avoir d'autres considérations. Et là, évidemment, c'est à la personne, c'est propre à elle, en fait, de se former sur d'autres techniques. Quoi. Mais voilà. Donc, 1 à 2 ans où vous allez faire votre communication, et alors là, tout ce que je vous cite, c'est pas des trucs que j'ai lus dans les bouquins, c'est du vécu, quoi. C'est vraiment, je vous partage l'expérience et tout ça. Moi, comment j'ai commencé par me faire connaître ? Donc d'une, j'ai envie de partager. Donc c'est une force que j'ai, ça fait partie de mes valeurs. Le partage. Voilà. Tu vois, je bois un coup. Mais donc le truc le plus simple pour se faire connaître, pour moi, alors tout dépend de votre clientèle, si elle est locale ou pas. Mais forcément, vous allez
je dirais dans un premier temps, attirer des gens qui habitent, je dirais, à 1 heure de chez vous, grand maximum. Première chose, eh bien, c'est de sortir de sa zone de confort et de proposer, comme fait Sandrine, des ateliers en groupe. Et un atelier en groupe, attention, hein, c'est pas un truc énorme à faire, ça peut être juste être un cercle de parole. Alors j'en ai fait un une fois, bah t'es là, tu convies les gens dans une salle, à la limite tu payes une petite tisane, un petit café, et tu leur dis, bah voilà, ça dure 2 heures, cercle de parole, soit tu lances un sujet, soit tu dis, bah voilà, les gens peuvent se présenter. Et ça peut être un cercle de parole sur n'importe... Soit tu proposes un sujet, soit le sujet va venir de lui-même dans la soirée. Et là, c'est les gens en fait qui font le job tout seuls parce que c'est les interactions les uns avec les autres. Toi, tu es juste là, soit pour un petit peu arbitrer, soit pour donner ton regard professionnel, tu vois, ou tes expériences. Alors ça, franchement, c'est d'une facilité déconcertante. Très facile. Atelier en groupe. Ça peut être... moi, l'atelier qui m'a le plus plu que j'ai fait ici, ils étaient entre 15 et 20, je crois. J'avais lancé une thématique. Alors vous allez voir pourquoi je lance une thématique. Ça devait être sur le lâcher-prise, je crois. Voilà. Donc l'autre thématique qui marche bien, c'est la confiance en soi. Je vous la note. Peut-être le respect, bref. Je lance une thématique, mais je ne vais pas dire je vais libérer mon enfant intérieur. Je ne vais pas dire atelier constellation familiale et systémique. Je ne vais pas dire ça, moi. Alors, sachant que là, ça commence à être connu, donc il y aurait des gens qui viendraient. Ce qui va intéresser les gens, c'est si tu cites leurs problèmes. Par contre, si tu cites toi, ton savoir, ta science, ton expérience tout de suite, ça ne parle pas aux gens. Voilà, j'ai croisé quelqu'un qui fait de la maïeusthésie. Eh ben, si vous mettez, à la place de mettre le lâcher-prise, si vous mettez à la découverte de la maïeusthésie, bah vous allez attendre les inscriptions, il y a une mouche qui passe, tu te dis tiens peut-être qu'elle ça l'intéresse. Ah non, elle est repartie. Tout le monde s'en fout. Par contre les gens, ce qui va les intéresser, le lâcher-prise, la confiance en soi. Et là tu dis, eh bien justement, j'entends par rapport à ce que vous venez de me témoigner que vous avez du mal à lâcher prise, eh bien moi j'ai une technique thérapeutique qui s'appelle la maïeusthésie, je vais vous la faire découvrir ce soir, et ça permet de lâcher prise, ça permet de travailler là-dessus. Je communique en parlant de la problématique des gens, et pas vous de votre savoir-faire. On s'en fout de votre technique thérapeutique. Alors, je vous le dis, je suis méchant, vous allez me dire, bah non, je me suis formé, j'aime ce que je fais. Oui, je sais, mais moi je suis une personne lambda qui voit ton post sur YouTube, sur Facebook, sur je ne sais pas quel réseau social, sur ton site internet, où tu veux, en flyer, où tu veux. Si tu ne parles pas de la problématique des gens en premier, les gens ne vont pas s'identifier, ne vont pas se sentir concernés. Évidemment, je prends la maïeusthésie parce que même vous, ça ne vous parle pas, et même moi, ça ne me parle pas tant que ça, parce que même s'il a expliqué une fois, le mec, je ne sais toujours pas exactement ce qui se passe, mais bon, lui, il est passionné, tant mieux. Mais c'est ça la communication. Et donc, si vous créez un atelier demain, ça peut être un atelier sur j'apprends à mieux gérer mes émotions, j'apprends à mieux communiquer avec moi-même, j'en sais rien. Mais écrivez l'atelier, voilà, avec la thématique, ce sur quoi les gens vont pouvoir parler, discuter, converser. J'ai fait un atelier 2 soirs ici où c'était sur l'hypersensibilité. Ils étaient 6 ou 8. Non, il devait être 8 la première soirée, puis j'avais fait une suite, et bon, il y en a qui ne pouvaient pas venir, ils étaient que 6. Si vous, ça vous parle, évidemment, il faut faire des thématiques où vous ne sortez pas de votre zone de confort, c'est des sujets que vous pouvez appréhender sans vous sentir bloqué. Évidemment, il faut que vous soyez à l'aise avec. Si l'hypersensibilité,
Dites, bah non, moi j'ai pas spécialement de clientèle là-dessus et ça me parle pas trop, et si même vous ne vous sentez pas concerné, n'allez pas, pour moi, n'allez pas engager un atelier là-dessus, sachant que ça ne vous parle pas plus que ça. Moi je l'ai fait parce que j'ai plein de gens qui viennent me consulter qui sont hypersensibles, et du coup j'avais beaucoup de choses à leur apporter. Hein. Puis on a fait ça 2 soirs à un mois d'intervalle. Et les gens étaient super contents. Donc, 1 à 2 ans, je communique. Donc, c'est de faire et du présentiel avec des conférences, des ateliers. Donc, vous trouvez une petite salle où vous faites ça chez vous, ça dépend. Mais c'est aussi sur Internet. Vous pouvez très bien... Là, vous voyez, les filles, là, je vous retransmets ça directement là sur WhatsApp. Mais moi, ce que j'ai fait sur Internet, je vais mettre... du coup, je vais séparer. C'est des partages, et ça peut très bien être créer un petit webinaire où vous allez parler d'un sujet que vous connaissez. Je vous dis, c'est voilà, comment mieux communiquer avec son adolescent, comment apprendre à gérer un conflit, ou j'en sais rien, hein, je vous donne des idées, mais après c'est vous qui savez ce sur quoi vous pouvez parler. Et c'est donc du coup, ça peut être sur Facebook, vous créez un événement sur Facebook, je ne sais pas si on peut sur YouTube, mais du coup vous allez vous filmer avec votre smartphone parce que ça suffit largement. Moi j'ai du matos et je ne l'utilise même pas. Là. Derrière vous les filles, il y a une caméra, c'est un truc semi-pro, mais parce que j'aime faire de la photo, mais là ça me filme et c'est ça que je posterai après en replay sur Internet, mais ça sera du coup un support payant, hein, sauf pour la nana qui ne pouvait pas être là ce soir. Mais donc... vous pouvez proposer sur Internet, voilà, moi ce soir je vais vous parler de telle personne qui est venue me consulter parce que, je ne sais pas, elle était hyper stressée pour aller à son boulot. Voilà, et puis peut-être en 1, 2 ou 3 séances, vous aurez fait un bien fou à la personne parce que du coup après, soit elle aura changé de boulot, soit elle se sentira super à l'aise et tout ça, mais vous allez pouvoir partager ce retour d'expérience. Et ça, les gens, ils sont demandeurs de ça. Moi, il y a un truc qui me chagrine, franchement, c'est qu'il n'y ait pas plus que ça de psychologues, de psychothérapeutes, de psychiatres qui font ça, pour partager en fait leur savoir, leur connaissance. C'est énorme, si vous voulez, on éveille des esprits à des choses que les gens ne pouvaient pas comprendre, ne pouvaient pas savoir, c'est énorme. Vous avez un savoir, si demain vous le partagez, en effet, là je dirais qu'il faut faire payant. Hein. Ça, quand c'est du présentiel... faut demander un peu de sous parce que vous avez la location de la salle, vous avez votre déplacement, c'est du temps passé, et c'est pareil, la personne elle s'investit. Là, il y a Sandrine, elle est en train de m'écrire, elle a rendu la 10e page d'écriture, quoi. Je veux dire, vous voyez le truc? Mais oui. Et par contre, si j'avais dit c'est gratuit, je suis sûr que la salle, il y aurait 5 fois plus de personnes, j'en sais rien, peut-être il y aurait 10 personnes, mais les gens seraient là, puis ils écouteraient, puis alors il y en a qui forcément qui prendraient net, mais ils seraient plus là en tant que spectateurs. Ah tiens, je savais pas quoi faire ce soir, il n'y avait rien sur Netflix, je vais aller voir Pelletier qui va nous faire un petit spectacle. Et il y en a, c'est ça. Je vous le dis parce que je vous partage mon expérience. Là, on est dans une salle, elle fait une 40aine de mètres carrés. Un soir, j'organise une conférence, le lâcher-prise, conférence d'1 heure. La salle est déblindée, il y avait 65 personnes ici, je n'avais même plus de place, ils étaient assis devant. On en a refusé à l'entrée. C'était gratuit. Et je faisais cette conférence pour leur dire, voilà, j'organise un week-end dans un gîte, en forêt, où on va travailler de lâcher prise. J'ai eu 0 inscription. Et il y en a même qui m'ont dit, ouais, mais nous on vient de l'autre bout de Nantes, là-bas, on a 3/4 d'heure de route, on n'a pas pu rentrer. J'ai dit, ouais, alors j'ai été poli, je lui ai dit, oui, je suis désolé. Sauf que s'ils n'ont pas pu rentrer, c'est qu'ils ne sont pas pointés à 8h au début de la conférence, parce que c'est obligé, à 8h il y avait de la place, donc ils ont dû se pointer, c'était 8h10, 8h15, donc déjà tu t'es pointé en retard, mais en plus c'est gratuit, donc moi j'y peux rien, je veux dire, c'est... Voilà. Bref. Et oui, en plus on saura vous reprocher des choses, t'as un petit peu ta part de responsabilité. Donc c'est sur le web de proposer, c'est pareil, ça dure 1 heure, ne sortez pas de votre zone de confort, vous pouvez commencer par une demi-heure. Vous balancez le sujet, vous mettez ça sur Facebook, et après de Facebook ou en direct sur YouTube, et vous communiquez d'abord sur Facebook pour dire voilà, tel jour à telle heure,
je propose un petit webinaire gratuit sur la gestion de faire un deuil, voilà, faire un deuil thématique. Comment bien faire un deuil suite à une séparation, suite à un décès, etc., etc., suite à un changement de région. Il y en a qui sont en deuil parce qu'ils ont déménagé, ça leur plaît pas. Bref, c'est votre sujet et vous faites un petit descriptif. Et puis le jour J, voilà, à l'heure où vous avez prévu, eh bien, vous commencez votre truc. Et puis vous pouvez juste mettre sur une feuille les différentes thématiques, les grandes lignes, mais vous savez, parce que vous restez dans votre zone de confort, vous savez de quoi vous allez parler. C'est très simple. On profite des réseaux sociaux qui sont gratuits pour faire ça, et ça marche. Alors vous allez me dire, ouais, ok, je fais ça. Et après, d'une, tu vas communiquer sur qui tu es, ce que tu fais, auprès des gens qui vont te regarder, et tu leur dis, je remets ça soit la semaine prochaine, soit dans 15 jours, soit dans un mois. Et tu dis, dans un mois, c'est tel jour à telle heure, vous allez me retrouver, soit je prends le même sujet, soit je prends un sujet différent. Et les gens se disent, ah ok, je vais pouvoir, entre guillemets, là c'est vraiment je m'abonne à la personne, oui, tu vas t'abonner, c'est-à-dire qu'en effet, ça t'intéresse ce que je suis en train de dire, donc en effet, tu crées un besoin. Et là, c'est gratuit, sachant que tu peux faire du webinaire payant. Moi, j'ai toujours fait, j'en ai fait des Facebook Live, c'était toujours gratuit. Maintenant, ils sont sur YouTube. Mais vous imaginez que là, ça vous prend juste du temps. Et si ça se trouve, vous pouvez toucher beaucoup plus de personnes que quand vous faites un salon ou si vous avez distribué des flyers, etc., etc. Parce que les gens qui viennent lors de ce petit webinaire que vous allez faire, c'est des gens qui sont intéressés par ce que vous faites. Ils sont déjà intéressés, vous les avez déjà happés. Comme vous ce soir, le sujet vous intéresse, donc forcément vous venez. Et c'est pas, vous avez entendu ça comme ça par hasard, j'y vais pas, non, je me sens concerné. Donc vous, dans le titre que vous allez mettre, webinaire, je vous dis, imaginons, si je prends le truc, réussir à faire son deuil après une séparation, si on prend ce sujet-là, sur Facebook, ça va tourner un petit peu. Si vous avez une newsletter que vous envoyez à tous vos prospects, tous vos clients que vous avez déjà eus, eh bien, ils sont au courant. Et puis ça marche. Et puis si vous faites ça pendant plusieurs mois à suivre, il y a un moment, ça va payer. Alors évidemment, vous allez me dire, ouais, mais moi je ne suis pas à l'aise en vidéo. Écoute, ça s'apprend. Et tu commences petit, sans faire des choses extravagantes. À la limite, tu t'enregistres juste sur ton smartphone, tu fais un réel sur Facebook et tu dis, voilà, je suis content, dans une semaine, je vais faire mon premier webinaire, ça va être sur l'accompagnement au deuil pour les gens suite à une séparation ou un décès, et donc je vous expliquerai, en effet, comment est-ce qu'on peut calmer sa tristesse et puis être plus en paix suite à une séparation. Là, j'invente rien, vous le savez ce que les gens ont besoin par rapport à la thématique que vous sortez. Tac, ok, tu dis ça, et la personne a dit, ouais, je pense que ça va me filer un coup de main, ça m'intéresse ce que tu vas me dire là. Vous faites votre petit webinaire d'une demi-heure, d'une heure, toc, vous répondez aux questions en même temps sur le chat qu'il y aura sur Facebook ou sur YouTube. Il y a un chat sur YouTube aussi ? Ouais, donc il y a un chat sur YouTube. En fait, j'en ai pas vraiment fait des réels sur des visions en direct sur YouTube, donc je connais pas trop, donc c'est plus Facebook. Et puis tu peux être sûr que, je pense, ça serait bien rare qu'à chaque webinaire, tu n'aies pas une personne qui te demande une séance. Ça serait vraiment bien rare. C'est quasiment obligé que sur les personnes qui sont là, il y en a qui vont se dire, ok, j'ai affaire à la spécialiste, au professionnel, je suis sûr qu'elle va m'apporter quelque chose, je prends rendez-vous. C'est de la com, et tu as une séance. Et puis ça reste après sur YouTube. Tu le partages sur YouTube avec le bon titre, tu mets une bonne description, après on peut mettre les tags, et puis voilà, ça reste, et puis ça mouline. Aujourd'hui, j'ai 134 ou 140 vidéos sur YouTube. Je suis parti de une vidéo. Ça peut paraître beaucoup, mais il a bien fallu qu'il y ait la première, puis la deuxième, puis la troisième. Et j'ai des vidéos où il y a une centaine de vues, c'est déjà, je suis super content. Il y a une vidéo, alors j'ai pas regardé le chiffre dernièrement, il y avait 17 000 vues. Là, le Pelletier, là, il est en extase totale. Attention, là, ça y est, là, l'ego, l'orgueil, il se dit, putain, 17 000 vues. C'est une vidéo qui n'a rien à voir avec la thérapie.
C'est excellent. Donc c'est pour ça que je rigole beaucoup. En fait, c'est une vidéo, j'avais loué c'était parti en location Airbnb, ça s'appelle un Earthship. C'est des maisons écologiques, bioclimatiques, autonomes, un peu spécifiques, tout ça. On les trouve en fait, donc c'est des Français qui ont fait ça, mais au départ, c'est des architectes qui ont fait ça dans le Mexique, là-bas, zone aride et tout. Et j'ai fait une vidéo qui dure 20 minutes où je présente le bâtiment avec l'autorisation des propriétaires. Moi, c'est plutôt l'aspect technique qui me parlait que l'aspect esthétique. 17 000 vues. Voilà. Bon, mais j'en rigole. J'en rigole parce que c'est pas du tout mon cœur de métier aujourd'hui. C'est une vidéo que j'aurais dû faire quand j'étais dans le bâtiment. Et en fait, aujourd'hui, je me dis, dans le bâtiment, à aucun moment j'avais pensé faire des trucs comme ça. J'étais tête dans le guidon alors que j'étais le spécialiste des énergies renouvelables, des chauffe-eau solaires, du photovoltaïque, des chaudières à granulés bois, bref, etc. Enfin, je ne vais pas tout vous citer, mais c'était ma spécialité. Puis on était installateur. Vous voyez ce que je veux dire? On savait, en fait, on connaissait notre cœur de métier comme vous connaissez votre métier. Vous connaissez les problématiques de vos clients, c'est obligé. Eh ben, le titre de ce que je propose, c'est la problématique de mes clients. Et là, les gens, ils viennent à vous. J'ai une nana que je connais, elle me dit, oui, je propose un accompagnement, ça s'appelle, il y en a un, c'était l'enfant intérieur, et l'autre, je ne sais plus ce qu'elle nous a dit. En fait, ou un truc transgénérationnel. En fait, ça lui parlait à elle, ça lui tenait à cœur. Avec un titre, il y en avait un, c'était l'enfant intérieur, et l'autre, c'était, admettons, le transgénérationnel. Juste quand elle l'a dit, je me suis mis face à elle, je lui ai dit, moi là, je suis la personne lambda, ça ne me parle pas. Pour les gens, l'enfant, alors je dis pas ça pour toi, hein, mais pour les gens, l'enfant intérieur, moi j'imagine la mère de famille, elle va se dire, oui, j'ai des enfants. L'enfant intérieur, c'est pas le vocabulaire des gens lambda. C'est pas leur vocabulaire. C'est à vous de vous adapter à votre future clientèle et à votre clientèle existante. C'est pas eux qui vont prendre un dictionnaire ou taper sur Google. Qu'est-ce que ça veut dire, hein? Vous devez tout leur fournir. Hein. Et donc, utilisez le vocabulaire des gens qui sont susceptibles de venir à vous. Et évidemment, si vous parlez des problèmes émotionnels, des problèmes de santé, des douleurs, etc., là, les gens, ils vont se sentir concernés. Je suis sûr, demain, je fais un Facebook Live où je parle des lumbagos, des sciatiques, là je vais avoir du monde. Par contre, si je dis je fais un webinaire sur l'ostéodouce, là la mouche elle revient, elle refait un tour et elle se casse. Comprenez le truc? L'ostéodouce, oui c'est mon truc, c'est génial, je ressens l'énergie dans mes mains, je débloque les dos, j'ai pas besoin de toucher la personne, je fais ça à distance, c'est génial. Ouais mais les gens, c'est pas ça qu'ils veulent entendre eux. C'est leur problème. Leur vocabulaire. C'est les bases. Autrement, vous attirez les mouches. Donc si vous ne voulez pas attirer les mouches, c'est à vous de vous adapter. Donc 1-2 ans la communication. Je regarde l'heure, il est demi passé, je vais juste vous parler d'un ou deux petits trucs en plus. Et vous allez voir, si vous mettez à faire des vidéos, évidemment les premières, je bafouille, c'est pas clair, mais faites juste d'abord une vidéo pour dire ce que vous allez faire dans le webinaire en direct. Vous avez le droit de ne pas y arriver la première fois, à parler devant la caméra, vous avez le droit, vous ne l'avez jamais fait. Peut-être que vous allez recommencer une deuxième fois, une troisième fois, et peut-être ça sera la 10e fois qui sera la bonne. Ok, c'est bon, j'ai réussi à dire le titre, la date, l'heure, le tarif, le lieu, tac, ça dure 1 minute, super, voilà. Vous avez bafouillé un peu, super, t'as été toi-même. T'as pas lu un prompteur, t'as été toi-même. T'es vivante, hein, c'est pas un robot, mais quelqu'un qui lit un prompteur, à moins de vraiment mettre les formes, d'être très doué dans la comédie, ça va se sentir, ça va se voir, et du coup vous n'êtes pas réel. Et puis quand vous allez organiser votre autre événement 15 jours ou 1 mois plus tard, vous allez refaire la vidéo, c'est peut-être au bout de la 5e prise que vous allez réussir à faire la présentation que vous allez mettre sur Facebook et sur votre site, etc. Et puis il y a un moment, c'est je prends mon smartphone, bonjour à toutes et à tous, je suis super contente, là dans 15 jours, je vous propose le webinaire temps ou tel événement, tel atelier, à tel endroit, telle heure, ça y est, vous êtes à l'aise. Hein, je vous dis, si vous êtes trop exigeant avec vous-même, et souvent on l'est, non, je suis cool avec moi-même, quoi. C'est normal de ne pas y arriver la première fois.
Donc vous allez recommencer. Mais il y a un moment, ça sera fluide, c'est obligé, c'est à force de répéter, de le refaire que ça sera plus fluide. Donc ça c'est la communication. Donc avoir une carte de visite, oui c'est bien, je dirais au début c'est indispensable. Moi aujourd'hui j'en ai, de toute façon je fais que de la visio donc je ne distribue pas trop, sauf que j'en ai mis à 2-3 endroits. Quand j'organise des ateliers, je pense même pas en mettre. Et la communication, donc je vous ai dit, des conférences, ça peut être aussi faire des conférences, pas forcément des ateliers, mais des conférences en présentiel, mais toujours où je mets un titre où les gens vont se sentir concernés. Et puis si un jour vous me dites, par exemple ce soir, on n'est que 5, moi je suis content que vous soyez là, parce que ce que j'ai à diffuser, moi vous en profitez. Et en effet, j'ai déjà fait des conférences sur l'origine émotionnelle des maladies, c'est vraiment un sujet qui me tient à cœur, ils n'étaient que 4. Pendant 2 heures, ils étaient 4 avec moi, alors que je pouvais faire des ateliers sur l'acupressure et comment apprendre à gérer ses émotions grâce à l'acupressure. Bon, j'étais un peu fou là, parce que je faisais 2 heures de conférence et après 2 heures d'atelier où je leur apprenais à faire les points d'acupressure. Et ça, c'est du Pelletier, il faut d'abord qu'ils mettent vraiment le paquet et après ils se modèrent. Et on apprend à jauger, voilà, c'est comme ça. En fait, j'en faisais trop par rapport au truc. Là, ici, j'ai pu avoir 10-15 personnes sur un atelier comme ça d'une demi-journée. Et ça intéressait les gens. Et suite à un atelier comme ça, qui du coup durait la demi-journée, il y avait forcément 1, 2, 3 personnes qui prenaient ma carte ou qui venaient me voir directement. Elles viennent me voir, les gens ils viennent me voir et me disent, est-ce que toi, dans ta pratique, est-ce que par rapport à tel problème, tu peux faire quelque chose ? Parce que souvent, c'est ça la question des gens. En gros, est-ce que par rapport à tel problème, ils ne vont même pas dire eux, c'est est-ce que par rapport à tel problème, tu peux faire quelque chose ? Donc là, il y a un échange qui se crée, et tu peux être sûr, si tu as ton agenda, tu prends rendez-vous tout de suite. Donc je communique, je fais un atelier qui est forcément payant pour que les gens s'investissent un minimum, pour que tu n'attires pas les touristes, parce que ça c'est chiant. Les gens qui viennent et qui sont juste là pour consommer, comme j'ai eu à la conférence, 65 personnes ici qui venaient juste pour consommer, c'était gratuit. Voilà, on ne savait pas quoi faire ce soir, on vient à la conférence gratos. Et si ça avait été payant, ça se trouve, j'aurais eu que 10 personnes. Mais 10 personnes vraiment intéressées, parce qu'ils étaient 65 et j'ai quasiment pas eu de questions. Je me suis dit, mince, ils viennent tous parce qu'ils doivent avoir forcément une difficulté à lâcher prise, il n'y a pas de questions. Bon, c'est qu'en fait, ils vont pas si mal que ça, quoi. Donc voilà ce que je peux vous dire au niveau de la com pour ce soir et pour commencer à développer son activité. Le groupe que j'ai créé là avec les 8 personnes, donc c'est ce qu'on met en place, mais au-delà de ça, il y a ce que moi j'appelle une supervision. Et en fait, ça rejoint ce dont je vous ai parlé au départ. Je vous ai parlé de l'argent, de la valeur qu'on peut se donner. Les supervisions, à quoi ça sert ? Moi, tous les mois, je suis supervisé. C'est-à-dire que c'est pas parce que je suis Grégory Pelletier et j'ai l'activité que j'ai que, au contraire, je ne prends pas ou plus soin de moi. Vous prenez soin des autres, comme je vous l'ai dit, prenez soin de vous d'abord. Et après, vous verrez, les gens, ce sera différent, les gens que vous allez attirer. La supervision, c'est indispensable. Que ce soit dans nos métiers, mais en fait, tout le monde devrait le faire. Tous les chefs d'entreprise devraient le faire, presque même tous les salariés devraient une fois par mois se faire un petit massage, une réflexologie plantaire, j'en sais rien, parler de tes problèmes à nous, tous les mois, mais c'est pas dans la culture française. Aller voir un psy, non, c'est les fous, c'est les gens qui vont pas bien qui vont voir un psy. Ouais, est-ce que tout va bien dans ta vie ? Non, le psy, non, vous voyez ce que je veux dire, quoi. Évidemment, c'est payant. Ça, en France, on a ce problème-là que la santé, les Français, les gens croient que la santé, c'est gratuit. Non, regarde bien ton bulletin de salaire, URSSAF. Ah oui, tiens, ils m'ont retiré 200 balles. Ouais, donc c'est pas gratuit, c'est pour si tu vas chez le médecin ou pas. En tout cas, c'est pour payer les autres qui y vont, etc. Bref, et c'est comme ça, c'est la France, c'est la société, on paye pour tout le monde. Les supervisions sont là, en fait, pour faire un travail sur vous, peut-être pour lever des blocages qui sont en rapport avec la confiance en soi, le fait d'être vu, c'est ça généralement, le rapport à l'argent, la réussite.
Il y a une nana, donc la nana qui est coiffeuse, là, qui veut faire un peu de réflexologie plantaire pour arrondir ses fins de mois. Je me cale sur elle, évidemment, je fais des constellations, donc c'est mon métier de capter ce qui va ou ne va pas chez la personne. Je lui dis, toi, quel est ton rapport à la réussite? Et je lui dis, quand je me cale sur toi, ça ne fait même pas partie de ton vocabulaire. Donc c'est une personne qui, le jour où elle veut se mettre à son compte, si elle le fait, ça sera l'argent, la réussite, la valeur de soi, vous voyez. Et ça, c'est ce qu'on voit en supervision, et c'est une fois par mois. Ça dure 1 heure, mais on dégage, on libère ce qui, à titre professionnel, peut nous empêcher d'accéder à la réussite. Une fois, je reçois une dame en séance, elle s'était ramassée une fois ou deux sur des plans pro, elle avait créé sa société, sa structure, c'était des voyages et tout ça, elle s'était plantée, elle s'était trompée d'associé, ça arrive, moi c'est ce qui m'est arrivé aussi. Et à un moment, je lui dis, vers la fin de la séance, je lui dis, il y avait une sorte d'auto-sabotage, mais je lui dis, toi, tu refuses la réussite. Elle a changé de visage. Elle voulait de nouveau créer une structure, créer une activité, une société dans je ne sais plus trop quel domaine, ça lui tenait à cœur. Par contre, la réussite professionnelle, mais financière, ça la décomposait. Okay. Et c'est dommage parce que je n'ai jamais revu. Tellement ça devait la stresser de se dire « la réussite, c'est pas pour moi ». Vous voyez à quel point ça peut être prenant chez les gens, quoi. Alors pourtant, elle veut être à son compte, elle veut être indépendante. Et elle a toutes les qualités pour réussir dans son domaine. C'était évident. Elle cochait toutes les cases. Réussite. C'était inconcevable dans son inconscient d'accéder à la réussite. C'est énorme. Donc c'est pour ça, c'est à ça que servent les supervisions. Alors pourquoi j'ai organisé la conférence ce soir? C'est tout simplement parce que je vais certainement recréer un autre groupe pour accompagner des entrepreneurs, soit qui veulent se mettre à leur compte, soit qui sont déjà à leur compte, mais pour développer, pérenniser son activité, ça dure 10 mois. Et donc c'est tous les mois, il y a un webinaire où on se retrouve tous ensemble, ça dure 2 heures, où on va évoquer justement quelque part ce que je vous ai évoqué ce soir, plus en profondeur, plus d'autres thématiques, parce que ça dure 10 mois. Il y a en même temps une supervision par mois, c'est-à-dire qu'on va les décortiquer, ce qui marche pas. Le but, c'est ça. Plus après, c'est un suivi, soit en visio, soit au téléphone, en effet, pour voir ce qui va pas. Mais là, du coup, c'est pas une fois par mois, c'est au moins 2 fois par mois, en plus de la supervision et en plus de la réunion, où on s'est au téléphone et on fait un débrief sur comment ça va et à quels endroits ça bloque ou ça bloque pas. Voilà. Donc je communique là-dessus, voilà, c'est pour ça que je fais ce genre de conférence. Mais donc, moi, ce qui me chagrine, c'est de voir des gens qui se mettent à leur compte, et même s'ils ont toutes les chances de leur côté, elles se vautrent, ces personnes-là, au bout d'1 an et demi, 2 ans, parce que pour tout ce que je vous ai expliqué, il y a ça. Et qu'en fait, pour moi, tout le monde a sa chance, tout le monde peut, je pense aussi tout le monde ne peut pas être à son compte. Ça, c'est évident. Il faut avoir quand même la volonté, l'énergie, la persévérance. Parce que c'est pas parce qu'un jour vous allez faire un atelier où il n'y aura que 2 personnes qu'il faut se dire non, cet atelier-là, il ne marchera jamais et c'est nul et j'arrête là. Ah non, il faut accepter l'échec. C'est même pas un échec, c'est juste peut-être que pour cet atelier-là, si tu avais eu plus de personnes, ça aurait été compliqué, tu aurais stressé ou tu aurais perdu le truc, tu vois. On va dire l'univers t'envoie ce dont tu as besoin. Et là, tu commences avec 2 personnes. Et puis en effet, demain, peut-être tu pourras faire le même atelier avec 10 personnes, mais ces 2 personnes-là t'auront énormément apporté pour te permettre demain de faire 10 personnes. Il faut le voir comme ça, c'est pas le voir de la manière, je dirais, ce qu'on pourrait dire, c'est plutôt négatif, ça n'a pas marché. Non, tu n'avais pas besoin de plus, il faut que ça reste comme ça. Ok ? Persévérance, il faut avoir foi, il faut avoir foi en soi. C'est pas la foi chrétienne, c'est vraiment se dire ouais, j'ai la foi, je vais y arriver, je suis capable de. Et si vous mettez tout en place, ce dont je vous ai parlé ce soir, et je n'ai pas le temps de développer plus parce que je pourrais en parler, je pense largement 1 ou 2 journées complètes, ça ne me dérangerait pas. Mais donc c'est d'avoir la foi. Et pour avoir la foi, c'est dès le départ, je pose quelles sont mes motivations, mes valeurs, mes ambitions, etc., parce que c'est votre foi, elle se raccroche à ce que je veux de mieux pour moi.
Et tant que vous n'avez pas verbalisé ou écrit ce que vous voulez de mieux pour vous, il n'y a pas de référence, il n'y a pas de finalité. C'est ça le commencement. Il y a des gens qui vont vous dire, moi je veux me mettre à mon compte pour gagner plein d'argent. D'accord. Qu'est-ce que tu vas faire de cet argent? Et après, il y a des gens qui sont, on va dire, vénaux. C'est juste le fait d'avoir de l'argent qui leur suffit. Il y en a, hein. Ça c'est... Mais qu'est-ce que tu vas faire de cet argent? Ça va me permettre de voyager, ça va me permettre de m'acheter une belle maison, ça va me permettre, je sais pas, d'investir dans une ferme parce que je veux faire une ferme pédagogique, etc. Voilà. L'argent est un moyen d'y accéder. Mais qu'est-ce qu'il va y avoir au bout? C'est ça la question à se poser. C'est, évidemment, en fait, je vous le dis, dans notre société, on est obligé d'avoir de l'argent parce que quelqu'un qui n'a pas d'argent en France, ça va être très compliqué. Par contre, vous allez en Papouasie-Nouvelle-Guinée dans une tribu là-bas, ils n'ont pas d'argent. Mais on est en France. Donc il y a une réalité qui est là. Et c'est pour ça que les gens qui vont dire, oui, mais bon, moi je suis là pour le don de moi, pour apporter à l'humanité, à la société, faire en sorte que les gens soient heureux. Oui, d'accord, mais en échange d'argent. Il ne faut pas que ce soit gratuit. Mais autrement, tu te plantes complètement. Ok? Donc c'est pour ça que les gens, je pense, qui ont des prestations Pôle emploi ou qui ont un pécule de côté, parce que moi je l'ai vécu quand j'étais dans le bâtiment, en fait, eh bien quand on a trop de sécurité, on se repose un peu trop sur ses lauriers. C'est le risque. C'est le risque. Parce qu'on se dit, de toute façon ça va, j'ai de l'argent, je ne suis pas en manque, mon activité se peut, voilà, on va voir. Ouais, c'est sûr, mais c'est vraiment de vous mettre dans le contexte, de visualiser, d'imaginer ce que vous voulez pour vous, c'est-à-dire je veux tant d'euros par mois, je veux pouvoir partir un mois en vacances, je sais pas, tous les hivers, je me barre une semaine ou deux au sport d'hiver, et tous les étés, ouais, ça peut être ça l'ambition en fait, c'est ça que vous pouvez ambitionner pour vous, vous avez le droit. Si vous y croyez et que vous faites ce qu'il faut pour, parce que vous pouvez faire ce qu'il faut pour, et bien à un moment ou à un autre, ça va arriver. Ok ? Alors, si vous voulez bien remettre vos micros, et puis je sais pas, si vous avez des questions, allez-y, hein, je réponds à vos questions. Tac. Ah, une question là. Si je suis timide, Ouais. que je connais rien aux réseaux sociaux, et que je vois bien avec ta présentation que j'ai un problème avec l'argent. Est-ce que cet accompagnement, il est fait pour moi? Donc c'est Stéphanie qui me pose la question. Si je suis timide, que j'ai un problème avec l'argent et que je connais rien, et qu'elle n'y connaît rien aux réseaux sociaux, et cet accompagnement est là pour elle, je vais lui dire oui. Sachant que certainement, par rapport à tout ce qu'elle me décrit là, peut-être qu'une supervision par mois ne va pas suffire, en tout cas au début. Et moi, je serai honnête avec toi, je te dirais, écoute, peut-être qu'il faut qu'on se prévoie des séances en dehors des supervisions, mais qu'on a cherché pourquoi tu es timide. Ouais, c'est timidité et le problème avec l'argent, peut-être dégrossir ça, pour qu'une fois que ta timidité, écoute, c'est bon, tu n'as plus peur de montrer ta tronche en vidéo, et bien en fait, du coup, tu seras beaucoup plus à l'aise avec les réseaux sociaux. Sachant qu'après, les réseaux sociaux, c'est pas forcément le but de l'accompagnement. Après, je vous le dis tout de suite, créer un compte Facebook, ça prend 5 minutes, créer sa chaîne YouTube, ça prend 5 minutes. Et évidemment, moi, je joue avec le groupe, il y a peut-être 2-3 investissements à prévoir en plus, c'est-à-dire indispensable, c'est d'avoir un ordinateur portable, avoir un smartphone qui ne date pas de Mathusalem. Je ne dis pas avoir le dernier iPhone 15, c'est pas ça. Moi, le mien, il est à 2 ans. Même un smartphone qui aurait un peu plus, ça marcherait très bien pour avoir une belle qualité vidéo. On utilise des logiciels qui peuvent être payants. C'est-à-dire qu'il y a un logiciel pour faire du mailing. Donc là, c'est pareil. Là, c'est assez simple à